Un millionnaire était sur le point de se marier, mais des triplés interrompent la cérémonie. Elle nous a fait du mal. Ce qu'il découvre change tout. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Caleb Mercé ajusta sa cravate pour la 5e fois devant le miroir. Ses mains, habituées à conclure fermement des affaires se chiffrant en millions de dollars, tremblaient maintenant légèrement. Il sourit à son propre reflet, un sourire contenu qui portait la certitude qu'à 38 ans, il avait enfin trouvé sa place dans le monde. « C'est presque l'heure », dit son ami Marc en frappant à la porte de la chambre. Nerveux ? Caleb prit une profonde inspiration. « Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas nerveux à l'idée de faire quelque chose d'important. » Les invités étaient déjà en place à l'église. Des fleurs blanches et un tapis rouge marquaient le chemin vers l'autel. Caleb prit sa position, observant des visages familiers au premier rang, partenaires commerciaux, quelques amis, tous avec des regards approbateurs. Personne n'était vraiment surpris de la rapidité avec laquelle la relation avait progressé. Après tout, quand on trouve la bonne personne, pourquoi attendre ? L'organiste commença à jouer, mais l'esprit de Caleb dériva vers 6 mois plus tôt, quand tout avait commencé. Ce soir-là, au bar de l'hôtel Marriott, il était épuisé après une réunion qui s'était prolongée plus que prévu. Il commanda un double whisky et desserra sa cravate, espérant quelques instants de silence avant de retourner à son appartement vide. C'est alors qu'il remarqua la femme au bout du comptoir. Vivian Lake, le nom vint plus tard, mais l'impact fut immédiat. Elle sirotait un martini, ses cheveux noirs coupés nets à la longueur des épaules, vêtue d'une simple robe bleu marine qui, d'une manière ou d'une autre, la faisait paraître la personne la plus élégante de la pièce. Elle n'essayait pas d'impressionner, et c'était peut-être précisément pour cela qu'elle y parvenait. Elle le surprit en train de la regarder et leva son verre dans un toast silencieux. Caleb fit de même, et cela se serait arrêté là si son téléphone n'avait pas glissé de sa main pour atterrir juste à ses pieds. « Je crois que votre téléphone préfère ma compagnie », dit-il en lui tendant l'appareil. Elle sourit. « Je ne lui en veux pas. » Et ce fut tout. Simple, sans artifice. Les semaines suivantes, ils se virent presque quotidiennement. Dîner dans des restaurants tranquilles, conversations qui coulaient sans effort. Vivian avait des opinions bien arrêtées sur l'art, la politique, les affaires. Elle parlait avec conviction, mais jamais avec arrogance. Elle savait écouter autant que parler. Ce qui captivait le plus Caleb, alors qu'il réfléchissait à cet hôtel, c'était la façon dont Vivian semblait complète en elle-même. Elle n'avait pas besoin de lui, elle l'avait choisi. Elle avait sa propre agence de conseil en marketing, un emploi du temps chargé, une vie structurée. Il n'y avait pas de drame, pas d'exigence ni d'insécurité. Vivian était trop adulte pour les jeux émotionnels. « Je ne vous ai jamais vu comme ça », avait remarqué son assistante Sandra après une réunion, lorsqu'il avait reçu un message de Vivian et que son visage s'était involontairement illuminé. « C'est comme si vous étiez une personne différente. » C'était vrai. Caleb, l'homme qui avait bâti une entreprise technologique à partir de rien, avait toujours été décrit comme sérieux et calculateur. Correct, oui, mais distant. Dans les réunions du conseil d'administration, il s'était forgé une réputation d'être impitoyable avec les chiffres et intransigeant envers l'incompétence. Il n'était pas cruel, juste pratique. La vie lui avait appris qu'il n'y avait pas de place pour la sentimentalité dans les affaires. Vivian, cependant, avait fait fondre quelque chose en lui. La 3e semaine, il l'emmena voir son appartement au sommet d'un immeuble moderne surplombant le centre-ville. Il prépara lui-même le dîner, chose qu'il n'avait faite pour personne depuis des années. « Je ne savais pas que les cadres savaient cuisiner », plaisanta-t-elle en goûtant le risotto. « J'ai mes talents cachés. » Cette même nuit, ils couchèrent ensemble pour la première fois. Rien ne fut forcé ni planifié, cela arriva, tout simplement, comme tout entre eux. Plus tard, allongé dans le lit, Vivian partagea des fragments de sa vie, née à Seattle, éduquée à Chicago, une carrière bâtie avec détermination. Elle parlait peu de sa famille, ce que Caleb comprenait parfaitement. Lui-même n'était pas proche de la sienne, n'ayant qu'un frère éloigné en Californie avec qui il échangeait des vœux de fin d'année. « Parfois, je me demande si je suis étrange de ne pas regretter une grande famille », commenta-t-il. Vivian traça le contour de son visage avec ses doigts. Certaines personnes sont complètes en elles-mêmes, Caleb. Il n'y a rien de mal à cela. C'était exactement ce qu'il avait besoin d'entendre, quelqu'un qui ne le jugeait pas d'être qui il était. Le 2e mois, elle l'accompagna lors d'un voyage d'affaires à Londres. Pendant la journée, alors qu'il était en réunion, elle explorait la ville. Le soir,
ils partageaient découvertes et impressions. C'est là, alors qu'il se promenait le long de la Tamise un dimanche après-midi, qu'il réalisa qu'il ne voulait plus d'une vie sans elle à ses côtés. La demande en mariage eut lieu le 3e mois. Un dîner privé, sans grand geste ni public, juste la question directe et la bague en diamant qu'il avait choisie lui-même après avoir visité 3 bijoutiers différents. « Es-tu sûr ?» demanda-t-elle, ses yeux verts fixés sur les siens. « Nous ne nous connaissons que depuis peu de temps. »« Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie, » répondit-il. « Et toi ?» Elle enfila la bague, qui lui allait parfaitement. « Je suis sûr aussi. » Lorsqu'ils l'annoncèrent à leurs amis, il y eut de la surprise, bien sûr, mais aussi de l'approbation. Vivien conquérait les gens naturellement. Lors des dîners et des événements, elle savait exactement quoi dire, quand sourire, quand rester silencieuse. Ses amis devinrent ses amis, ses partenaires commerciaux la respectaient. Même Sandra, normalement critique à l'égard de ses précédentes petites amies, commenta « Elle est différente, patron. Ne la laissez pas partir. » Les 3 mois suivants furent consacrés à des préparatifs discrets. Rien d'extravagant, bien que Caleb pût facilement s'offrir un mariage somptueux. Vivien préférait l'élégance à l'ostentation. La liste des invités fut réduite à l'essentiel, 200 personnes qui comptaient vraiment. L'église, un vieil édifice aux vitraux colorés qui reflétait la lumière de l'après-midi, n'était pas la plus grande de la ville, mais elle avait du caractère, tout comme Vivien. Et maintenant, debout à cet autel, Caleb se demandait comment sa vie avait changé si complètement en seulement 6 mois. Avant elle, ses journées étaient prévisibles, réveil, sport, bureau, réunion, plus de travail, dîner seul ou avec un contact professionnel, sommeil, répétition. Il avait du succès, mais pas de vie en dehors du bureau. Il planifiait habituellement chaque étape de ses affaires méticuleusement, chaque acquisition, expansion et embauche. Tout était calculé, mesuré, examiné sous différents angles. Mais avec Vivien, tout coulait, aussi naturel que de respirer. « C'est la bonne », dit Marc à côté de lui, ajustant son propre costume. Voici venir la femme qui a finalement fait capituler le grand Caleb Mercé. La musique changea, les invités se levèrent. Les portes de l'église s'ouvrirent. Vivien apparut, éblouissante dans sa robe blanche à la coupe simple qui dévoilait ses épaules et mettait en valeur sa grâce naturelle. Pas de voile, pas de tradition inutile, juste elle, dans toute sa beauté discrète et son assurance, tenant un petit bouquet de lys blanc. Le cœur de Caleb battait la chamade. Un instant, il pensa à son appartement vide, aux nuits solitaires, aux décisions froides qu'il avait prises. Comment quelqu'un d'aussi fermé que lui avait-il réussi à attirer quelqu'un d'aussi parfait? Les gens passaient leur vie entière à chercher quelqu'un comme ça, quelqu'un qui semblait conçu pour combler leur vide, quelqu'un qui comprenait leur silence aussi bien que leurs mots. Elle marchait vers lui d'un pas assuré, un sourire discret sur les lèvres. Il n'y avait aucune hésitation, aucun doute. Vivien savait exactement ce qu'elle voulait, tout comme lui. Parfait, pensa-t-il. Absolument parfait. Lorsque leurs regards se croisèrent, Caleb ressentit une certitude qu'il n'avait jamais éprouvée auparavant. À cet instant, tout dans le monde était à sa place. Toutes ces années de dur labeur, toutes les décisions difficiles, tous les sacrifices, ils en avaient valu la peine pour arriver ici, pour la trouver. Ce que Caleb ne savait pas, alors qu'il regardait sa future épouse s'approcher de l'autel, c'est que parfois, la perfection a un coût caché. Et il allait découvrir ce coup très bientôt. Le moment était au-delà de la perfection. Des rayons dorés de soleil filtraient à travers les vitraux de l'église, peignant de petits arcs-en-ciel sur le sol en marbre. Le doux parfum des lys et des roses flottait dans l'air. La musique riche et solennelle de l'orgue emplissait chaque espace de l'allée centrale tandis que Vivien y glissait. Caleb n'oublierait jamais cette image. Vivien, radieuse dans sa robe de soie, ses cheveux noirs encadrant son visage comme un cadre élégant autour d'un chef-d'œuvre, ses yeux verts fixés sur les siens, comme si personne d'autre n'existait. Le pasteur, un homme chauve au sourire aimable, attendait, les mains jointes devant lui. Marc, le témoin de Caleb, ajustait nerveusement son nœud papillon. Sandra, l'assistante de Caleb et maintenant demoiselle d'honneur sur son insistance, souriait discrètement depuis le premier rang. « Elle est à couper le souffle », murmura Marc. Caleb se contenta d'hocher la tête, les mots semblaient inadéquats. Au premier rang, les partenaires commerciaux de Caleb et les quelques amis proches regardaient avec admiration. L'absence de famille ne dérangeait aucun d'eux, ils se suffisaient à eux-mêmes dans leur petit univers parfait. À 2 pas de l'autel, Vivien marqua une brève pause. Elle sourit à Caleb, ce sourire subtil qu'il admirait tant, destiné uniquement à lui. Un sourire qui promettait stabilité,
compréhension et une vie où toutes les pièces s'emboîtaient parfaitement. Le pasteur ouvrit son livre. Chers amis, nous sommes réunis ici. C'est alors que cela se produisit. Les grandes portes en bois de l'église claquèrent si fort que quelques femmes dans les rangées du fond poussèrent des cris surpris. Le son résonna dans le sanctuaire comme un coup de tonnerre. Tout le monde, y compris Caleb et Vivien, se retourna pour regarder. Debout dans l'embrasure de la porte se trouvaient 3 petites enfants, haletantes comme si elles avaient couru un marathon. Elles se ressemblaient tellement qu'il ne pouvait y avoir aucun doute, c'étaient des triplés. Elles semblaient complètement déplacées, comme des personnages d'un autre film qui avait fait irruption sur la mauvaise scène. Leurs vêtements étaient usés et sales, leurs visages, bien qu'enfantins, arboraient une gravité troublante. La ressemblance entre elles était frappante, des triplés identiques, chacune portant la même expression déterminée. Pendant un instant, personne ne bougea, personne ne parla. Une des invitées se racla nerveusement la gorge. Le pasteur referma son livre, confus. Caleb regarda les triplés, puis Vivien. Il était sur le point de faire signe à l'un des placeurs de les escorter dehors, peut-être étaient-elles les enfants d'un membre du personnel de l'église qui s'était égaré quand l'une d'elles s'avança. « Elle nous a fait du mal, dit-elle, sa petite voix résonnant dans l'église plongée dans un silence absolu. Et après la mort de notre père, tu nous as laissés à la rue. » Caleb ressentit un étrange malaise, comme une alarme lointaine retentissant dans une partie profonde de son esprit. Il se tourna vers Vivien, s'attendant à voir de la confusion, peut-être même de l'inquiétude. Au lieu de cela, il vit quelque chose qu'il n'avait jamais remarqué auparavant, un instant de peur pure et non dissimulée dans les yeux de sa future épouse. Ce ne fut qu'un éclair, si rapide qu'il aurait pu l'imaginer. Puis son visage se mua en un masque d'irritation polie. « Caleb, pouvons-nous appeler quelqu'un pour faire sortir ces enfants d'ici » murmura-t-elle, essayant de ramener la cérémonie sur les rails. Elles se sont clairement trompées d'endroit. Caleb hocha la tête, toujours confus. Il fit signe à Marc, qui commença à se déplacer discrètement vers les filles. Un murmure parcourut l'église. Les invités échangèrent des regards perplexes. Une femme plus âgée au 3e rang couvrit sa bouche de sa main. « Vivien » demanda-t-il en la regardant. « Connais-tu ces enfants » ? « Bien sûr que non, » répondit-elle immédiatement, sa voix ferme, sans la moindre hésitation. « Je ne les ai jamais vus de ma vie. »« Caleb, s'il te plaît, pouvons-nous continuer ?» Une autre des triplés s'avança. « Tu as épousé notre père, » dit-elle, chaque mot prononcé clairement. « Thomas Whitlow. » Le silence dans l'église s'épaissit jusqu'à devenir presque tangible. Caleb eut l'impression que quelqu'un lui avait jeté de l'eau froide au visage. Il regarda Vivien, s'attendant à un démenti véhément, à une explication. Son visage était devenu complètement inexpressif. Il n'y avait pas de colère, pas de surprise, rien. Comme une poupée de porcelaine. « C'est ridicule, » dit-elle enfin d'une voix contrôlée. « Je n'ai jamais entendu parler d'un Thomas Whitlow. » Se tournant vers le pasteur, elle plaida, « Pourrions-nous s'il vous plaît faire sortir ces enfants et continuer ?» Caleb ressentit quelque chose se briser en lui. Il ne savait pas s'il croyait les enfants, tout cela semblait trop absurde. Mais il y avait quelque chose dans la sincérité brute de leur voix qui lui nouait l'estomac. Toute la congrégation était maintenant dans un silence total, tous les regards alternant entre Vivien et les 3 filles identiques. « Vivien, » reprit Caleb, sa voix plus urgente maintenant, « es-tu sûr de ne pas connaître ces enfants ?» Vivien passa une mèche de cheveux derrière son oreille, un geste que Caleb connaissait bien, quelque chose qu'elle faisait en organisant ses pensées. Pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, le geste parut calculé. « Absolument sûr, » dit-elle fermement. « Je n'ai jamais vu ces enfants auparavant. C'est de toute évidence une sorte d'arnaque. Regarde-les, Caleb. Quelqu'un les a envoyés ici pour nous soutirer de l'argent. Tu es un homme riche, les gens feraient n'importe quoi pour de l'argent. » Ces mots sonnaient logiques, rationnels. C'était une explication qui avait du sens dans le monde de Caleb, un monde de contrats et de mobiles cachés. Pendant un instant, il faillit la croire. « Je m'appelle Nora », dit la première triplée, regardant maintenant directement Caleb. « Voici mes sœurs, June et Mera. Nous sommes des triplés, filles de Thomas Whitlow. » Un murmure d'horreur parcourut l'église. Caleb regarda Vivien, dont le visage arborait maintenant un masque d'offense calculé. « C'est incroyable que tu écoutes ça, » dit-elle en regardant les invités. « Je n'ai jamais entendu parler de Thomas Whit. Je n'ai jamais été mariée auparavant. Ces enfants mentent. » Vivien recula d'un pas, comme si elle avait été physiquement frappée. «
Pendant une fraction de seconde, Caleb vit quelque chose dans ses yeux, pas seulement de la colère ou de l'indignation, mais de la peur. Ces enfants ont clairement été briefés par quelqu'un, dit-elle en se tournant vers Caleb. Peut-être quelqu'un qui ne veut pas que nous soyons heureux. Un rival commercial à toi, peut-être? Ou une ex-petite amie jalouse? Caleb regarda les 3 filles identiques, puis de nouveau Vivien. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle la fixait, une connaissance personnelle, intime, une blessure profonde qui ne pouvait être feinte. « Vivien, dit-il doucement. Me dis-tu la vérité? Comment peux-tu même demander ça, rétorqua-t-elle, sa voix montant d'une octave. Après tout ce que nous avons partagé, tu vas croire 3 gamines des rues au lieu de me croire. Elle ment, dirent les triplés à l'unisson. Un lourd silence s'abattit sur l'église. Les invités commencèrent à s'agiter inconfortablement sur leur siège. Quelqu'un toussa. Un autre se leva discrètement et partit. Je pense que nous devons reporter la cérémonie, dit finalement Caleb, sa voix basse mais ferme. Comment? Tu ne peux pas être sérieux. Siffla Vivien en lui attrapant le bras. Tu vas laisser 3 petites menteuses tout gâcher. Caleb regarda sa main sur son bras. Les mêmes longs doigts élégants qu'il trouvait autrefois si gracieux lui semblaient maintenant des serres. Il se dégagea doucement. Je pense que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe, dit-il calmement. Et je pense que tu dois partir. Vivien resta parfaitement immobile pendant exactement 3 secondes. Puis, comme un changement de scène dans un film, son expression se mua. Le regard froid s'embrasa de fureur, les lignes gracieuses de sa bouche se tordirent en un rictus méprisant. Tu regretteras ça, dit-elle d'une voix basse et tranchante. J'ai perdu 6 mois de ma vie avec toi. Sur ce, elle tourna les talons et descendit l'allée principale. Les invités s'écartèrent comme la mer Rouge. Lorsqu'elle atteignit les portes, elle se retourna une dernière fois. Elle mente, déclara-t-elle à toute l'église. Et tu es un idiot, Caleb Mercé. Les portes claquèrent derrière elle. Le son se répercuta dans le silence stupéfait. Les triplés restèrent immobiles dans l'allée un instant, puis, comme si elles avaient accompli une mission, elles se tournèrent à l'unisson et se dirigèrent vers la sortie. Elles ne regardèrent pas en arrière, ne demandèrent rien. Elles partirent simplement par la même porte que Vivien avait utilisée quelques instants auparavant. Caleb resta figé, regardant les enfants disparaître. L'église commença à se vider, les murmures s'amplifiant à mesure que les invités sortaient. Marc s'approcha, posant une main sur son épaule. « Je suis désolé, mon vieux », fut tout ce qu'il dit. Le pasteur, ne sachant que faire, marmonna quelque chose à propos de reporter la cérémonie et disparut dans la sacristie. Sandra s'approcha, son visage un mélange d'inquiétude et de confusion. « Caleb » appela-t-elle doucement, « ça va ?» Il ne répondit pas. Il ne savait pas comment. L'église se vida jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Caleb, Marc et Sandra. Le lourd silence contrastait crûment avec l'anticipation d'actes en grave peine une demi-heure auparavant. C'est triplé, parla finalement Caleb. Où sont-elles allées? Mais personne n'avait de réponse. Les filles étaient apparues comme des fantômes d'un passé caché et avaient disparu tout aussi rapidement, emportant tranquillement avec elles des secrets que personne n'aurait pu imaginer jusqu'à ce moment. Et c'est ainsi que le grand jour du mariage de Caleb Mercé se termina, non pas avec de la musique et du champagne, mais avec l'écho lointain de portes qui claquent et le poids d'une vérité qu'il n'avait jamais demandé à connaître. 3 jours après la débâcle à l'église, Caleb se gara devant l'hôtel Royal Oak. Il resta assis quelques minutes dans sa voiture, étudiant l'architecture classique du bâtiment à travers le pare-brise. Une légère bruine estompait légèrement les contours, comme si le monde entier avait perdu un peu de sa clarté depuis cet après-midi-là. Vivien l'avait contacté ce matin-là. Un court message, sans émoji ni point d'exclamation, « Je suis au Royal Oak, chambre 512. Pouvons-nous parler à 15 heures ?» Ce n'était pas une demande, c'était un rendez-vous. Typique d'elle. Caleb prit une profonde inspiration avant de couper le moteur. Que dirait-il? Que demanderait-il? Les images des 3 filles identiques brûlaient encore dans sa mémoire, l'accusation dans leurs yeux, la conviction dans leur petite voix, la façon dont elles regardaient Vivien droit dans les yeux, sans hésitation. Et Vivien, cet éclair de peur qu'il avait surpris dans ses yeux avant qu'elle ne se ressaisisse, cette seconde de panique pure qu'il n'avait jamais vue chez elle auparavant. Marc, son témoin et ami le plus proche, avait été clair, « Laisse tomber, mec. Quelque chose cloche vraiment ici. » Sandra, son assistante, habituellement si pragmatique, avait dit quelque chose de similaire, « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette église,
Caleb, mais ses filles savaient qui elle était. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que cela ne pouvait pas être aussi simple. 6 mois, des dîners, des voyages, des conversations tard dans la nuit. Comment quelqu'un pouvait-il simuler tout cela? Comment n'avait-elle pas fait un faux pas quelque part? La réceptionniste se contenta d'hocher la tête lorsque Caleb mentionna qu'il se rendait à la chambre 512. Clairement, Vivien l'avait mis sur la liste des visiteurs autorisés. Le couloir du 5e étage était silencieux, éclairé par des lumières jaunâtres qui donnaient au tapis bleu foncé une teinte verdâtre. Caleb s'arrêta devant la porte, hésita, puis frappa 3 fois. Vivien ouvrit presque immédiatement, comme si elle s'était tenue juste derrière la porte. Ses cheveux étaient impeccablement coiffés, son rouge à lèvres parfaitement appliqué. Elle portait un tailleur-pantalon gris anthracite, un choix étrange pour quelqu'un séjournant à l'hôtel, pensa Caleb. Elle avait l'air prête pour une réunion, pas pour une discussion avec l'homme qui avait failli devenir son mari. Ponctuelle, comme toujours, dit-elle avec un sourire poli. Pas de baiser, pas d'étreinte, juste un geste indiquant qu'il pouvait entrer. La chambre était une suite exécutive, impersonnelle et trop bien rangée, comme si personne n'y vivait vraiment. Une valise coûteuse gisait fermée près du placard. Aucun objet personnel en vue, bien qu'elle y fût depuis 3 jours. Il n'y avait aucune trace de Vivien dans la pièce. « Voulez-vous quelque chose ? J'ai commandé du thé », offrit-elle en désignant un service en porcelaine sur la petite table ronde près de la fenêtre. « Ça ira », répondit-il en restant debout. Vivien s'assit dans le fauteuil près de la table, croisant élégamment les jambes. Caleb remarqua qu'elle portait les mêmes talons aiguilles qu'elle avait prévu de porter au mariage. « Je pensais que tu viendrais plus tôt », dit-elle après s'être versé du thé. Sa voix était contrôlée, mesurée. « J'avais besoin de réfléchir », répondit-il simplement. Vivien hocha la tête, comme si elle comprenait parfaitement. C'est compréhensible. C'était un incident troublant. Un incident troublant. Le choix des mots parut étrange aux oreilles de Caleb. Trop froid, trop distant. Connais-tu ces filles, Vivien? Elle posa délicatement sa tasse de thé, sans faire de bruit sur la soucoupe. Non, Caleb. Comme je l'ai dit à l'église, je ne les ai jamais vues auparavant. Je suis profondément offensé que tu puisses même envisager de croire 3 gamines des rues plutôt que moi. La fermeté dans sa voix était absolue. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Thomas Whitlow, dit-il, non pas comme une question. Vivien maintint son regard fixe. Jamais entendu ce nom avant ce jour-là. Alors pourquoi connaîtrait-elle ce nom? Pourquoi prétendre que tu as épousé leur père? Pourquoi dire que tu les as abandonnés? Vivien prit une autre gorgée de thé avant de répondre. Le mouvement était délibéré, comme si elle gagnait du temps pour formuler la réponse parfaite. C'est de toute évidence un coup monté, Caleb. Quelqu'un les a briefés. Quelqu'un qui était au courant de notre mariage et voulait me nuire. Qui? J'ai des concurrents dans mon agence de conseil. Tu as des rivaux en affaires. Peut-être une ex-petite amie jalouse. Il y a plein de possibilités. Caleb se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la ville continuait sa routine, inconsciente du fait que son monde avait été bouleversé. Des gamines des rues, répéta-t-il ces mots. C'est comme ça que tu les vois? Que seraient-elles d'autres? As-tu vu leur état? Elles sont probablement sans abri, entraînées par quelqu'un pour gâcher notre journée. Il y avait quelque chose dans sa façon de parler des filles. Ce n'était pas seulement du dédain, c'était presque une colère contenue, comme si elle lui avait fait quelque chose de personnel. Étrange qu'elles en sachent autant sur toi, dit Caleb, toujours en regardant par la fenêtre. Ton nom complet, l'église où avait lieu le mariage. Ce sont des informations faciles à trouver, répondit Vivien rapidement. Notre annonce de mariage était dans le journal local. N'importe qui aurait pu y accéder. Caleb se tourna pour lui faire face. Et le nom de l'homme, Thomas Whitlow? C'est un nom assez spécifique à inventer. Pour la première fois, il vit un tic à peine perceptible au coin de son œil droit. Si rapide qu'il aurait pu l'imaginer. Je ne sais pas d'où elles tiennent ça. Peut-être que c'est le nom de l'homme qui les a entraînés pour cette arnaque. Caleb l'étudia attentivement. La posture parfaite, le contrôle absolu, la tasse de thé dans sa main sans le moindre tremblement. C'était la même Vivien qu'il avait rencontrée au bar 6 mois plus tôt, élégante, contenue, confiante. Et pourtant, quelque chose était différent. Ou peut-être cela avait-il toujours été là, et il ne l'avait jamais remarqué, une froideur dans ses yeux, une précision calculée dans chaque mouvement, comme si chaque geste, chaque mot était méticuleusement orchestré. Tu sembles moins secoué que ce à quoi je m'attendais,
observa-t-il, gardant un ton neutre. Que voudrais-tu que je fasse, Caleb? M'effondrer en larmes? Piquer une crise? Je ne suis pas ce genre de femme, et tu le sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu as décidé de m'épouser, n'est-ce pas? Elle avait raison. Le sang-froid de Vivien avait toujours été l'une des qualités qu'il trouvait les plus attrayantes. Dans un monde d'émotions exagérées et de drames inutiles, elle était un havre de rationalité. Mais il y avait une différence entre être calme et être déconnecté. 3 enfants nous ont accusés en plein milieu de notre mariage, Vivien. Elles ont dit que tu les avais laissés à la rue. Ça ne te dérange pas, même un peu? Bien sûr que ça me dérange, répondit-elle en posant la tasse sur la table. Je suis furieuse qu'elles aient gâché notre mariage. Je suis blessée que tu aies douté de moi. Je suis offensée par ces accusations absurdes. Tout cela sonnait raisonnable, logique, parfaitement articulé. Mais où était l'indignation sincère, la confusion, le choc, la vraie douleur? Je veux toujours t'épouser, Caleb, continua-t-elle en adoucissant sa voix. Nous pouvons reporter la cérémonie, quelque chose de plus discret peut-être. Ne laissons pas cette mascarade gâcher ce que nous avons construit. Caleb s'assit sur le bord du lit, soudain fatigué. J'ai besoin de temps, Vivien. Elle hocha la tête, compréhensive. Bien sûr. C'est parfaitement raisonnable. Encore une fois, tout si raisonnable, si contrôlé. Je resterai à l'hôtel quelques jours de plus, l'informa-t-elle. Ensuite, je retournerai à mon appartement. Tu sais comment me trouver quand tu seras prêt à parler. Il n'y avait aucune supplique dans sa voix, aucune vulnérabilité, comme si elle réorganisait simplement un emploi du temps de réunion. Caleb se leva, ressentant une étrange urgence de quitter la suite d'hôtel impersonnel. Je te recontacterai. À la porte, il hésita, se retournant pour la regarder une dernière fois. Vivien restait assise, sa posture impeccable, son visage un masque serein de contrôle. Ne connais-tu vraiment pas ces enfants, Vivien? Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Elle le regarda directement, sans ciller. Je ne les ai jamais vus de ma vie, Caleb. Je suis victime d'un coup monté cruel. J'espère que toi, entre tous, tu me croiras. Il hocha lentement la tête, ne disant rien, et referma la porte derrière lui. Dans l'ascenseur, seul, Caleb sentit quelque chose de troublant s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas exactement de la méfiance, c'était un sentiment de malaise plus subtil. Un doute silencieux avait commencé à prendre racine. Les mots de Vivien étaient parfaits, ses arguments logiques. Tout avait du sens, sauf un détail. À aucun moment elle n'avait posé de questions sur les filles. Elle n'avait montré aucune inquiétude quant à ce qui aurait pu leur arriver après qu'elles aient quitté l'église, aucune curiosité sur leur bien-être, sur qui pourrait utiliser des enfants pour une arnaque aussi cruelle. Et cela, plus que toute autre chose, planta la première véritable graine de doute en Caleb. Quelque chose n'allait pas, terriblement pas. Mais il aurait besoin de plus que de l'intuition pour découvrir la vérité. Il pleuvait sans discontinuer depuis 3 jours, comme si le ciel partageait l'état d'esprit de Caleb. Assis dans son bureau au 30e étage, il regardait les gouttelettes courir sur la vitre, déformant la vue sur la ville. Les lumières des immeubles voisins apparaissaient comme des taches indistinctes à travers la vitre mouillée, un peu comme ses propres pensées. Une semaine s'était écoulée depuis sa rencontre avec Vivien à l'hôtel. 7 jours d'insomnie, à ressasser chaque instant des 6 derniers mois dans son esprit, cherchant des signes qu'il aurait pu manquer. Le téléphone sonna, le tirant de ses réflexions. C'était Hélène, sa secrétaire. Monsieur Mercé, Monsieur Harrington est en ligne. Merci, Hélène. Transférez-le-moi, s'il vous plaît. Caleb se redressa sur sa chaise. Richard Harrington était plus que son avocat, c'était un ami de longue date, quelqu'un en qui Caleb avait une confiance implicite. Et maintenant, peut-être la seule personne qui pouvait l'aider à trouver la vérité. Richard, dit Caleb lorsque l'appel fut connecté. Des nouvelles? J'ai quelques informations préliminaires, répondit la voix grave à l'autre bout du fil. Je préférerais ne pas en discuter par téléphone. Puis-je passer à votre bureau dans 1 heure? Je vous attends. Après avoir raccroché, Caleb se leva et se dirigea vers la fenêtre. 3 jours plus tôt, il avait demandé à Richard d'enquêter discrètement sur le nom mentionné par les triplés, Thomas Whitlow. Il n'était pas sûr de ce à quoi s'attendre, mais son besoin de connaître la vérité était devenu une obsession silencieuse. Il ferma les yeux, retournant mentalement à ce premier dîner chez Vivien, 2 mois après leur rencontre. Un appartement élégant dans un quartier exclusif, décoration minimaliste impeccable.
Mur blanc avec juste quelques œuvres d'art abstrait, meubles chers mais rares. À l'époque, il admirait ce style épuré, si semblable à ses propres goûts. Maintenant, il réalisait quelque chose de troublant, il n'y avait pas une seule photographie personnelle dans l'endroit. Pas d'album, pas d'objet qui semblait avoir une histoire ou une valeur sentimentale. C'était comme si la vie de Vivien avait commencé au moment même où il l'avait rencontré. « Où sont tes souvenirs ?» avait-il demandé une fois, à moitié en plaisantant, pendant le dîner. « Je ne suis pas sentimental », avait-elle répondu avec un léger sourire. « Je préfère vivre dans le présent. » À l'époque, Caleb avait trouvé cela rafraîchissant, une femme sans bagage émotionnel, sans drame passé, directe, comme lui. Une autre fois, lors d'un week-end dans une station de ski, le sujet de la famille était venu naturellement. « Mes parents sont morts dans un accident quand j'avais 20 ans, avait-elle dit alors qu'il regardait la neige tomber dehors. C'était dur, mais j'ai appris à aller de l'avant. Des frères et sœurs, avait-il demandé. Je suis fille unique, avait-elle répondu rapidement, changeant de sujet. Ce vin n'est-il pas merveilleux? Caleb réalisait maintenant que chaque fois que la conversation s'approchait de son passé, Vivien la redirigeait habilement, si doucement qu'il ne s'en était jamais interrogé. Il n'avait jamais insisté. « Veux-tu des enfants un jour ?» lui avait-il demandé un soir, après qu'ils eurent observé un couple avec un bébé au restaurant. Quelque chose avait vacillé dans ses yeux, pas exactement de la tristesse ou de l'aversion, mais quelque chose de plus complexe. « Je ne suis pas sûr d'avoir l'instinct maternel, avait-elle répondu avec un léger rire. « Et toi ?» Peut-être, avait-il dit. Au bon moment. Et une fois de plus, la conversation avait glissé. Les silences, les redirections subtiles, les réponses vagues qui semblaient acceptables à l'époque, mais qui, vues sous un nouveau jour, formaient un schéma troublant. Vivien était un mystère soigneusement construit, et il avait été si captivé par la surface qu'il n'avait jamais pensé à regarder plus profondément. Jusqu'à ce que 3 petites silhouettes identiques fassent irruption dans sa vie, portant des accusations qui brisèrent l'illusion. Un coup à la porte interrompit ses pensées. Hélène annonça l'arrivée de Richard Harrington. « Merci d'être venu si vite », dit Caleb en serrant la main de son ami. Richard avait l'air plus sérieux que d'habitude. Homme d'âge mûr, les tempes grisonnantes, la posture parfaite, il portait une mallette en cuir sous le bras. « Comment allez-vous » demanda l'avocat en s'asseyant dans le fauteuil en face du bureau de Caleb. « J'ai connu des jours meilleurs. » Richard hocha la tête avec sympathie. « J'ai des informations que vous devez voir. » Il ouvrit la mallette et en sortit quelques papiers. « Ce n'est que le début de l'enquête, mais... » pressa Caleb lorsque son ami hésita, « mais c'est déjà suffisant pour confirmer que Thomas Whitlow a existé. Et qu'il avait effectivement un lien avec Vivien. » Caleb sentit son estomac se serrer. Même s'il s'y attendait, entendre la confirmation fut comme un coup de poing dans l'estomac. « Montrez-moi », dit-il en tendant la main pour les documents. Thomas Whitlow, 39 ans, professeur d'université de littérature anglaise, commença Richard en lui tendant une feuille avec une photo jointe. Il est décédé il y a environ 8 mois de complications cardiaques. Caleb regarda la photo. Un homme mince, à la barbe rousse et aux yeux doux, souriait à l'appareil photo. Quelque chose dans ce sourire lui serra la poitrine, une chaleur honnête. Il était marié à Hélène Whitlow, décédée il y a 3 ans d'un cancer, continua Richard. Ils avaient des filles triplées identiques, Nora, June et Mera Whitlow, maintenant âgées de 8 ans. Caleb ferma les yeux un instant, absorbant l'impact de chaque nom. Ce n'étaient pas des inventions. C'étaient de vraies personnes, de vraies vies. « Et Vivien » demanda-t-il en ouvrant les yeux. Richard fit glisser un autre document sur la table. Vivien Lake a épousé Thomas Whitlow il y a 2 ans et demi, 6 mois après la mort d'Hélène. C'était un petit mariage dans leur jardin, chez eux. Exactement comme les filles l'avaient dit. Continuons, Richard poursuivit, son ton professionnel masquant tout jugement personnel. Après la mort de Thomas, la maison où il vivait a été mise en vente. L'agent immobilier a confirmé que Vivien s'est occupé de toute la transaction. Et les filles ? L'avocat hésita. C'est là que les choses deviennent floues. Il n'y a aucune trace officielle de l'endroit où elles sont allées après la mort de leur père. Elles n'ont pas été officiellement adoptées, ni n'ont intégré le système de placement familial. Mais il y a un rapport de police déposé par un voisin affirmant avoir vu 3 petits enfants dormant sur un banc de parc près de l'ancienne maison de la famille. Au moment où les autorités sont arrivées, les enfants avaient disparu. Un lourd silence emplit le bureau. Dehors, la pluie continuait de taper contre la vitre,
fournissant une bande sonore mélancolique aux révélations. Il y a plus, dit Richard en sortant d'autres documents. Vivien a déménagé dans cette ville une semaine après avoir vendu la maison. Elle s'est complètement réinventée. Même son CV professionnel a été modifié. L'agence de conseil en marketing qu'elle était censée avoir depuis des années, elle n'a été enregistrée qu'il y a 6 mois. Caleb prit les documents, examinant chaque détail, certificat, registre, date. L'histoire de Vivien Lake, la femme qu'il avait failli épouser, s'effondrait sous ses yeux comme un château de cartes. Ses parents ne sont pas morts dans un accident, continua Richard. Ils sont en fait toujours en vie, vivant à Phoenix. Ils n'ont pas parlé à leur fille depuis des années. Quand j'ai essayé de les contacter, ils ont refusé de commenter au sujet de Vivien, mentionnant seulement qu'elle avait toujours été un problème. Elle m'a dit qu'elle était fille unique, murmura Caleb. Elle a un frère cadet, Gabriel Lake. Également brouillé avec elle. Chaque révélation était comme un autre coup de poignard. La femme qu'il pensait connaître, celle qu'il croyait forte et indépendante, était une parfaite inconnue. Il y a encore une chose, dit Richard, sa voix maintenant clairement mal à l'aise. Avant Thomas Whitlow, il y avait eu un autre homme. Un homme d'affaires nommé Martin Reynolds. Ils se sont mariés rapidement après qu'il soit devenu veuf. Martin mourut 6 mois plus tard de cause naturelle. Vivien hérita d'une somme considérable. Suggérez-vous qu'elle ? Je ne suggère rien, coupa Richard. Je présente juste les faits. Les 2 décès ont fait l'objet d'une enquête et ont été jugés naturels. Caleb se leva, incapable de rester assis. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant une ville maintenant drapée dans l'obscurité. Des lumières clignotaient partout, petits signes de vie, des gens poursuivant leur routine, inconscients que son monde venait d'imploser. « Et les filles » demanda-t-il finalement, sans se retourner. « Avez-vous réussi à les localiser ?»« Pas encore. Mais je vais continuer à chercher. Maintenant que nous savons qu'elles sont réelles, nous pouvons impliquer les autorités, demander une aide officielle. » « Non, dit Caleb fermement, se tournant vers son ami. « Pas encore. J'ai besoin de les trouver d'abord. J'ai besoin d'entendre d'elles ce qui s'est réellement passé. » Richard hocha la tête, compréhensif. « Je continuerai l'enquête alors, discrètement. » Après le départ de l'avocat, Caleb resta dans son bureau, relisant chaque document, chaque confirmation que sa vie avec Vivien avait été construite sur des mensonges. La femme qu'il pensait connaître, celle qu'il admirait pour sa force et son indépendance, avait abandonné 3 petits enfants après la mort de leur père. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça ? Comment pouvait-elle simplement tourner le dos à 3 vies vulnérables et recommencer comme si elles n'avaient jamais existé ? La réponse la plus troublante était aussi la plus évidente. La Vivien qu'il connaissait, confiante, contrôlée, rationnelle, n'avait jamais vraiment existé. Elle n'était qu'une façade soigneusement construite, cachant quelque chose de beaucoup plus sombre. Il prit son téléphone, regardant le dernier message qu'elle lui avait envoyé il y a 2 jours. « Caleb, j'espère que tu as eu le temps de réfléchir. Je retourne à mon appartement demain. Pouvons-nous dîner et parler ?» Il n'avait pas répondu. Et maintenant, avec tous les documents sur son bureau racontant une histoire si différente de celle qu'elle présentait, il savait qu'il n'y aurait plus de discussion, plus d'explications, plus de seconde chance. Quoi qu'ils aient eu, cela s'était terminé au moment où 3 petites silhouettes avaient ouvert en grand les portes de l'église. Il ne l'avait juste pas encore réalisé. La pluie cessa enfin, mais Caleb le remarqua à peine. Une résolution ferme prenait forme dans son esprit. Il trouverait ses enfants, découvrirait toute la vérité et tenterait, d'une manière ou d'une autre, de réparer ce que Vivien avait fait. Pas pour elle, ni même pour lui-même. Mais pour 3 petites vies qui avaient été mises au rebut comme si elles ne comptaient rien. Au fond de lui, une question de plus le troublait, une question qu'il ne pouvait écarter. Si Vivien avait menti sur absolument tout, si elle était capable d'abandonner 3 enfants sans défense, qui était-elle vraiment ? Et de quoi d'autre pourrait-elle être capable ? Il était presque minuit lorsque Caleb réalisa qu'il était assis au même endroit depuis des heures. Le salon de son appartement, habituellement un refuge d'organisation et de contrôle, était en désordre. Papiers éparpillés, verres vides, une assiette de nourriture à moitié mangée. Même la tenue habituellement impeccable de Caleb était défaite, sa veste jetée sur le canapé, la cravate desserrée, les cheveux en désordre. Le rapport de Richard gisait ouvert sur la table basse, page après page racontant l'histoire de personnes qu'il n'avait jamais rencontrées mais qui, d'une manière ou d'une autre, faisaient maintenant partie de sa vie. Thomas Whitlow, Helen Whitlow, Nora, June et Mera. Et Vivien, la version d'elle qu'il n'avait jamais vue.
5 messages non lus clignotaient sur l'écran de son téléphone, tous d'elle. Le dernier, envoyé il y a 2 heures, était presque menaçant dans sa froideur. Ton silence devient offensant, Caleb. Je mérite au moins une réponse. Il prit le téléphone, fixa l'écran quelques secondes, puis le reposa. Comment répondre à une inconnue qui avait passé 6 mois à prétendre être quelqu'un d'autre? Une femme qui avait bâti une vie entière à partir de rien, effaçant son passé et tous ceux qui s'y trouvaient. Caleb se leva, se sentant ankylosé d'être resté assis si longtemps. Il se versa un autre doigt de whisky, le 4e de la soirée, et se rassit. Il n'avait normalement pas l'habitude de boire ainsi, mais ce soir, cela semblait nécessaire. Pourtant, l'alcool, au lieu d'embrumer son esprit, ne faisait qu'aiguiser ses pensées, les rendant plus tranchantes. Il ferma les yeux et se laissa revisiter avec une clarté douloureuse chaque moment des derniers mois. Son dîner d'anniversaire, quand elle était arrivée avec le cadeau parfait, une montre vintage qu'il avait mentionné admirer nonchalamment des semaines plus tôt. « Tu fais attention » avait-il dit, surpris. « Toujours » avait-elle répondu avec ce sourire subtil. Maintenant, il comprenait. Ce n'était pas seulement de l'attention, c'était de l'étude. Vivien l'étudiait, apprenait ses préférences, s'adaptait pour être exactement ce qu'il voulait. La partenaire parfaite, façonnée par ses propres attentes. Ou cette fois, lors d'un voyage, où son téléphone avait sonné tard dans la nuit. Elle avait rapidement coupé l'appel, disant que c'était juste la messagerie vocale de son bureau avec un message. Quand il avait demandé pourquoi le bureau appellerait si tard, elle avait expliqué naturellement qu'il s'agissait d'un client dans un autre fuseau horaire. Il l'avait accepté sans poser de questions. Qui avait vraiment appelé cette nuit-là? Quelqu'un de son ancienne vie? Quelqu'un qui connaissait son secret? Et les innombrables fois où il avait essayé de parler de l'avenir, d'enfants peut-être un jour, et où elle avait détourné le sujet si subtilement qu'il l'avait à peine remarqué. « Profitons juste de notre temps ensemble », disait-elle en l'embrassant d'une manière qui lui faisait complètement oublier sa question initiale. Elle manipulait chaque instant, chaque conversation, le guidant exactement où elle voulait qu'il aille, comme un maître joueur d'échecs anticipant les coups, contrôlant tout l'échiquier. Caleb se releva et se dirigea vers la fenêtre. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, indifférentes à sa douleur. Des milliers de lumières, des milliers de vies, chacune suivant son propre chemin. Quelque part parmi ces lumières, ces 3 jeunes filles pouvaient-elles se trouver? Cette pensée lui retourna l'estomac. C'était ce qui le tourmentait le plus. Pas la trahison qu'il ressentait, mais ce qui était arrivé à ses enfants. Le rapport de Richard mentionnait un procès-verbal de police concernant des enfants vus dormant sur un banc de parc. Des enfants seuls, dans le noir. Il retourna aux photos incluses dans le rapport. Thomas Whitlow dans divers contextes, toujours avec les triplés près de lui. Sur l'une d'elles, les filles portaient des robes colorées assorties, souriant à l'appareil photo en tenant des jouets. Qu'était-il advenu de ces jouets? De ses vêtements? De tous les rappels tangibles d'un père qui les aimait? Une autre photo le troubla encore plus. Le mariage de Vivien avec Thomas, dans le jardin de leur maison, exactement comme les filles l'avaient dit. Vivien, dans une simple robe bleue, souriant à l'appareil photo, un bras autour de la taille de Thomas. Les 3 filles, plus petites et plus jeunes, tenant de minuscules bouquets de fleurs sauvages. Une famille. Une famille que Vivien avait simplement abandonnée quand elle ne lui servait plus. Quel genre de personne fait ça? Murmura-t-il à la vitre froide de la fenêtre. Il se souvint du regard des filles à l'église. Pas seulement des yeux accusateurs qui le hantaient maintenant, mais quelque chose de plus profond. Une dignité que des enfants si jeunes ne devraient pas avoir besoin d'avoir. Une résilience née bien trop tôt. Un détail lui revint. Alors que tout le monde quittait l'église sous le choc, les 3 partirent main dans la main, sans regarder en arrière, sans rien demander. Comme si elles avaient déjà appris qu'il était inutile de demander. Et cela, plus que toutes les révélations des documents, plus que tous les mensonges de Vivien, brisa quelque chose en lui. Caleb s'était toujours considéré comme un homme juste. Strict en affaires, oui, mais éthique. Rationnel. Peut-être distant, mais jamais cruel. Maintenant, il se demandait quel genre d'homme il serait s'il tournait le dos à ses enfants, sachant ce qu'il savait. L'homme que Vivien s'attendait à ce qu'il soit? Quelqu'un qui ne se souciait que de sa propre douleur, qui passerait à autre chose, laissant le problème derrière lui? Était-ce ce qu'elle attendait, qu'il soit comme elle? Ou serait-il l'homme que son père, disparu depuis tant d'années maintenant, avait essayé d'élever? Un homme qui assumait ses responsabilités, même quand elles n'étaient techniquement pas les siennes. « Tu as toujours le choix, fiston », avait l'habitude de dire son père. Et ces choix montrent qui tu es vraiment.
Caleb fixa son reflet dans la vitre sombre. L'homme qui le regardait semblait plus âgé, plus fatigué, mais aussi étrangement plus clair, comme si un brouillard s'était levé. Il retourna à la table et prit son téléphone. Au lieu de répondre au message de Vivien, il ouvrit une nouvelle conversation avec Richard. « Nous devons trouver les filles. Utiliser toutes les ressources nécessaires. Je veux une équipe complète sur le terrain dès demain matin. » La réponse arriva presque immédiatement. « Compris. Je vais mobiliser des personnes de confiance. Je vous appelle à 7 heures avec le plan. Faites surveiller l'appartement de Vivien aussi, ajouta Caleb dans un autre message. Je veux savoir si elle essaie de contacter les filles. Fait, répondit Richard après une pause. Vous faites ce qu'il faut, Caleb. Quelque chose changea en Caleb à ce moment-là. La douleur de la trahison, la colère, le choc des révélations, tout cela persistait, mais coexistait maintenant avec un nouveau sentiment, une clarté d'objectif qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il ne pouvait pas changer le fait qu'il avait été trompé. Il ne pouvait pas défaire les mois qu'il avait passés avec Vivien, aimant une illusion. Il ne pouvait pas réécrire le passé. Mais il y avait 3 petites vies vulnérables quelque part dans la ville. 3 enfants qui, pour une raison qu'il ne comprenait pas entièrement, avaient tout risqué pour démasquer Vivien et arrêter le mariage. Elle ne le connaissait pas, n'avait aucune raison de se soucier de lui. Mais quelque chose les avait poussés à agir ce jour-là, à entrer dans l'église et à affronter la femme qui les avait abandonnés. Le moins qu'il put faire était de les trouver, de les écouter, de les aider. Il serait l'homme que Vivien n'avait jamais vu, l'homme que lui-même n'était pas sûr de pouvoir être. Caleb rangea son téléphone et commença à rassembler les papiers éparpillés. Il aurait besoin de repos pour la journée à venir. La recherche ne serait que le début. En rangeant les documents, ses yeux tombèrent à nouveau sur la photo des triplés, souriant à côté de leur père. Si petite, si semblable, si vulnérable. Et pourtant, si courageuse d'avoir affronté la femme qui les avait abandonnés dans une église bondée. La seule certitude qu'il avait en se préparant enfin pour le lit était qu'il ne pouvait pas ignorer ce qu'il avait découvert. Il ne pouvait pas continuer à prétendre qu'il ne savait pas. Pour la première fois depuis longtemps, Caleb Mercer allait dormir avec une résolution ferme dans son cœur. Il trouverait les triplés Whitlow. Peu importe le temps que cela prendrait, ou combien cela coûterait. C'était le moins qu'il put faire pour ses yeux qui le hantaient maintenant. Hamilton Square ressemblait à une image tout droit sortie d'une vieille carte postale. Des arbres centenaires formaient une canopée naturelle au-dessus des allées en pierre, des bancs en fonte parsemaient les bords, et une fontaine art déco bouillonnait au centre. En semaine, il était principalement fréquenté par des personnes âgées jouant aux échecs et des mères avec des poussettes. Le week-end, des familles entières étalaient des couvertures sur l'herbe pour des pique-niques insouciants. C'était un jeudi nuageux lorsque Caleb gara sa voiture dans la rue adjacente. Le dernier emplacement mentionné dans le rapport de Richard était une plainte enregistrée d'un propriétaire de magasin qui avait vu 3 filles identiques vendant des bonbons faits maison sans permis près de la place. L'homme était plus contrarié par la concurrence que par leur présence. Cela s'était produit 3 jours plus tôt. C'est notre meilleure piste jusqu'à présent, avait dit Richard au téléphone ce matin-là. J'ai des gens qui vérifient les refuges, les gares routières et d'autres parcs, mais je vous suggère d'aller vous-même à Hamilton Square. Caleb ajusta son manteau avant de sortir de la voiture. Il avait intentionnellement choisi des vêtements décontractés, jeans, pull en laine, chaussures confortables. Il ne voulait pas les intimider avec son apparence habituelle de cadre supérieur. La place était relativement vide à cette heure-là. Quelques personnes marchaient rapidement, essayant d'éviter le froid et la pluie imminente. Caleb parcourut les allées principales sans voir aucun signe des triplés. Il était sur le point d'étendre sa recherche aux rues environnantes lorsqu'il remarqua un mouvement sous un grand arbre dans la partie la plus isolée du parc. Il s'approcha lentement, essayant de ne pas paraître intrusif. En se rapprochant, des formes commencèrent à prendre corps, 3 petites silhouettes assises sur un banc usé, abritées sous l'épaisse canopée de l'arbre. L'une d'elles organisait quelque chose dans une boîte à chaussures tandis que les 2 autres observaient les passants au loin. Le cœur de Caleb battait la chamade. C'était elle. Les mêmes filles de l'église, bien qu'elles semblassent encore plus petites et plus fragiles en extérieur, sans la grandeur du décor de la cathédrale. Il prit une profonde inspiration et se dirigea vers elles, gardant une expression neutre et amicale. Les filles le remarquèrent immédiatement. Celle qui semblait la plus âgée, Nora s'il se souvenait bien, donna un coup de coude aux 2 autres. Toutes 3 se figèrent, les yeux fixés sur lui avec un mélange de reconnaissance et de méfiance. « Bonjour », dit-il en s'arrêtant à une distance respectueuse. « Vous vous souvenez de moi »
Les filles restèrent silencieuses, l'observant avec des yeux identiques et lasses. Elles portaient les mêmes vêtements usés qu'à l'église, maintenant encore plus sales. Leurs cheveux, tous de la même nuance de brun, étaient emmêlés et ternes. « Je m'appelle Caleb Mercé. Nous nous sommes vus à l'église il y a quelques jours. »« Nous savons qui vous êtes, » dit celle du milieu, June, supposa-t-il. « Vous alliez l'épouser. »« Non, » dit Caleb doucement. « Je n'épouse plus Vivien. » Les trois échangèrent des regards rapides, une communication silencieuse qui semblait transcender les mots. C'était fascinant et légèrement troublant pour Caleb, comme assister à un langage secret. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda celle qu'il croyait être Nora. Sa voix, bien que petite, portait une autorité naturelle, comme si elle était la porte-parole du groupe. « Je voulais vous trouver, » répondit-il honnêtement. « Pour voir si vous allez bien. Pour entendre toute l'histoire, si vous voulez la raconter. »« Pourquoi ?» insista-t-elle. Caleb choisit ses mots avec soin. Il réalisait que ses enfants avaient été trahis par des adultes qui étaient censés les protéger. Elle méritait autant de vérité qu'il pouvait en offrir. « Parce que vous avez changé ma vie ce jour-là à l'église. Je pense à vous depuis. Et parce que je crois que vous méritez que quelqu'un vous écoute. » Les filles échangèrent à nouveau des regards, se concertant silencieusement. La plus petite, Mera, murmura quelque chose à Nora, qui fit un bref signe de tête. « Vous pouvez vous asseoir, » dit Nora en indiquant la place vide sur le banc en béton. Caleb s'assit, gardant une distance respectueuse. Dans la boîte à chaussures entre elles, il remarqua de petites truffes au chocolat emballées dans du papier d'aluminium froissé. « Vous vendez des bonbons ?» demanda-t-il, essayant d'entamer une conversation décontractée. « Oui, » répondit June. « Notre maman nous a appris à les faire, avant qu'elle ne tombe malade. »« Hélène » dit Caleb doucement. « Le nom de votre mère était Hélène, n'est-ce pas ?» Toutes trois le regardèrent avec surprise. « Comment le savez-vous » demanda Nora, ses yeux soudainement alertes. « J'ai découvert certaines choses sur votre père aussi. Thomas Whitlow. » Une tristesse évidente passa sur leurs visages identiques, comme des ombres se déplaçant sur trois petits étangs. « Il était professeur » dit Mera doucement, parlant pour la première fois. Sa voix était la plus douce des trois, presque un murmure. « De littérature anglaise, oui » confirma Caleb. « J'ai appris ça. J'ai aussi appris ?» Il hésita, ne sachant comment continuer, que Vivien l'a épousée après le décès de votre mère. « Elle est apparue à l'enterrement » dit Nora, le regard fixé sur un point lointain, comme si elle revivait le souvenir. « Elle est restée près de papa tout le temps » dit June. « Elle a dit qu'elle était une amie de maman, de l'université. » « C'était un mensonge » ajouta June amèrement, pour une si jeune fille. « Elle n'a jamais rencontré notre maman. »« Mais papa l'a cru » continua Nora. « Elle nous rendait visite, nous apportait des cadeaux. Elle était gentille, elle marqua une pause, au début. » Caleb vit les trois se rapprocher les unes des autres, cherchant instinctivement du réconfort alors que les souvenirs douloureux refaisaient surface. « Puis ils se sont mariés » dit June. « Dans notre jardin. Nous tenions des fleurs. »« Et ensuite » pressa Caleb doucement. « Ensuite, elle a changé » dit Nora. « Elle se mettait en colère si nous faisions du bruit, jetait nos dessins, disait que papa nous accordait trop d'attention et pas assez à elle. Quand elle était vraiment en colère, ajouta Mera d'une voix basse, elle nous envoyait au sous-sol. Disait qu'elle avait besoin de silence. » Caleb sentit une vague de colère le submerger, mais il garda une expression calme. Ses filles avaient vu assez de colère. « Papa ne savait pas » expliqua June. « Elle agissait différemment quand il était là. Puis il est tombé malade » dit Nora, sa voix tremblant légèrement. « Un problème cardiaque. Il a dû aller à l'hôpital. Il est rentré une fois à la maison » continua June. Il était faible, mais heureux d'être de retour. Nous lui avions fait des dessins. Mais ensuite, il est retourné à l'hôpital, dit Mera, et n'est jamais revenu. Un lourd silence enveloppa le groupe. Caleb attendit, leur laissant de l'espace pour traiter les souvenirs douloureux. Que s'est-il passé après le décès de votre père ? Demanda-t-il finalement. Les trois filles se regardèrent à nouveau, décidant qui parlerait. La voix de Nora resta ferme, malgré son chagrin. Au début, elle a fait semblant d'être triste. Des gens venaient nous rendre visite, apportaient de la nourriture. Elle agissait comme si elle allait s'occuper de nous. Mais dès que tout le monde a cessé de venir, continua June, elle a commencé à emballer des affaires. A dit qu'elle vendait la maison. Nos affaires ont été les premières à partir, dans des cartons.
Des photos de papa, des photos de maman, nos jouets, nos livres, dit Nora. Nous avons essayé de cacher certaines de nos affaires, ajouta Mera, mais elle les a trouvées et s'est mise en colère. Un jour, se souvint Nora, les yeux brillants de larmes à peine contenues, nous sommes rentrés de l'école et la serrure avait été changée. Nos sacs à dos et quelques vêtements étaient dans des sacs en plastique sur le porche. Elle a ouvert la fenêtre et a dit que nous n'étions plus son problème. Que la maison était vendue et que nous devions partir, dit June. Nous sommes restés sur le porche jusqu'à la nuit, dit Mera. Nous pensions qu'elle pourrait changer d'avis. Mais elle ne l'a pas fait, termina Nora. Le lendemain, il y avait déjà un panneau vendu dans le jardin. Caleb ferma les yeux un instant, essayant de contrôler la colère qui montait en lui. Comment quelqu'un pouvait-il faire ça à des enfants? À n'importe qui, vraiment, mais surtout à des enfants vulnérables qui venaient de perdre leur père. Où êtes-vous allé? Demanda-t-il une fois qu'il put parler calmement. Au début, nous sommes restés à proximité, répondit Nora. Nous pensions qu'un voisin nous aiderait peut-être. Mais personne ne nous a cru, dit June amèrement. Vivien leur a dit que nous allions vivre avec des parents, que nous faisions juste des histoires parce que nous ne voulions pas partir. Mademoiselle Miller, une vieille dame qui vivait dans la même rue, a appelé la police quand elle nous a vus dormir dans le parc, continua Nora. Mais quand ils sont arrivés, nous nous sommes enfuis. Pourquoi? Demanda Caleb, sincèrement curieux. Vivien a dit que si nous allions en famille d'accueil, il nous séparerait, expliqua Nora. Elle a dit que nous ne nous reverrions plus jamais. Et vous ne pouvez pas être séparés, conclut Caleb, comprenant. Toutes trois hochèrent la tête en même temps. Alors vous êtes restés ensemble, survivant dans la rue. Nous nous sommes éloignés de notre ancienne maison, dit Nora. Nous avons appris que des endroits comme celui-ci sont bien. Il y a des toilettes publiques, une fontaine avec de l'eau propre. Les gens laissent parfois de la nourriture. Nous faisons des bonbons et nous les vendons, ajouta June. Une dame à la boulangerie du coin nous laisse utiliser le four à l'arrière après la fermeture, si nous balayons les sols pour eux. Ça va, conclut Nora en levant le menton avec une fierté qui brisa le cœur de Caleb. Nous prenons soin les unes des autres. Caleb regarda les trois filles devant lui, si petites physiquement, et pourtant si immenses de courage et de détermination. Maintenant, il comprenait pourquoi elles étaient venues à l'église ce jour-là. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la protection. Elle le protégeait de Vivien, tout comme elles se protégeaient mutuellement. « Comment avez-vous appris pour le mariage ?» demanda-t-il. « Comment nous avez-vous trouvés ?»« Nous l'avons vu dans le journal, » répondit June. « La dame de la boulangerie nous donne parfois de vieux journaux à utiliser quand il fait froid. Nous l'avons reconnue sur la photo, » dit Mera. Elle souriait, comme si elle était gentille. « Nous ne pouvions pas la laisser vous faire ce qu'elle a fait à notre père, » expliqua Nora simplement. Une boule se forma dans la gorge de Caleb. Ses enfants, qui avaient tout perdu, se souciaient suffisamment d'un étranger pour se mettre en danger. Elle s'était exposée pour le sauver d'un sort qu'elle ne comprenait même pas entièrement. « Merci, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Vous m'avez sauvé ce jour-là. » Les trois esquissèrent des sourires timides, les premiers qu'ils voyaient depuis qu'ils les avaient trouvés. Une goutte de pluie tomba, puis une autre. Bientôt, il pleuvrait à verse. « Avez-vous un endroit où rester ?» demanda Caleb en jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. Nora hésita, incertaine de la quantité à révéler. « Nous avons un endroit, » dit-elle vaguement. « Sous le pont du parc, » ajouta Mera, s'attirant un regard sévère de Nora. Caleb prit une décision à cet instant, une décision qu'il savait changerait sa vie pour toujours. « J'ai une proposition, » dit-il calmement. « Mon appartement a une chambre d'amis qui n'est jamais utilisée. C'est un endroit sûr, sec et chaud. Il y a de la nourriture dans le réfrigérateur et de l'eau chaude pour les douches. » Les filles le regardèrent avec lassitude. « Pourquoi feriez-vous ça ?» demanda Nora. « Parce que c'est la bonne chose à faire, » répondit-il simplement. « Et parce que je veux aider. » « Nous n'avons pas besoin de charité, » dit June, la fierté évidente dans sa voix. « Ce n'est pas de la charité, » corrigea Caleb. « C'est de l'aide. Comme celle que vous m'avez donnée à l'église. » Les trois se regardèrent à nouveau, cet échange silencieux. La pluie s'intensifiait, s'infiltrant à travers la canopée des arbres. « Juste pour ce soir, » dit finalement Nora. « Jusqu'à ce que la pluie s'arrête. » Juste pour ce soir, acquiesça Caleb, sachant que ce n'était que le début. L'appartement de Caleb n'avait jamais semblé aussi vivant.
Le bruit de petits pas et de voix d'enfants résonnait dans les couloirs normalement silencieux, remplissant des espaces qu'ils n'avaient jamais réalisé être vides. Les filles entrèrent timidement, regardant autour d'elles avec un mélange d'admiration et de prudence. Caleb leur montra la chambre d'amis, spacieuse avec un lit queen size et un canapé convertible qu'il installa rapidement. « La salle de bain est par là », indiqua-t-il. « Il y a des serviettes propres dans l'armoire et… » Il hésita, réalisant qu'il n'avait pas de shampoing pour enfants ni aucun article adapté aux enfants. « Nous pouvons utiliser n'importe quel shampoing, dit Nora, devinant ses pensées. « Nous avons l'habitude. » Ce simple commentaire fit mal au cœur de Caleb. Les enfants ne devraient pas avoir l'habitude de s'adapter, leurs besoins devraient être satisfaits, leurs préférences prises en compte. « Je vais vous trouver des vêtements propres, dit-il. En attendant, vous pouvez prendre une douche et vous reposer. Je vais nous préparer quelque chose à manger. » Les trois hochèrent la tête, toujours prudentes mais clairement soulagées d'être dans un endroit sûr et sec. Pendant que les filles s'installaient dans la chambre, Caleb passa quelques appels rapides. Un à Hélène, sa secrétaire, lui demandant d'annuler tous ses engagements pour le reste de la journée et le lendemain. Un autre à Sandra, expliquant brièvement la situation et lui demandant son aide pour acheter des vêtements et des articles de première nécessité pour les filles. Dans la cuisine, il prépara des sandwichs, coupa des fruits et trouva des biscuits et du lait. Ce n'était pas le repas le plus sophistiqué, mais il devina que ce serait plus réconfortant et familier pour elle que n'importe quoi de raffiné. Lorsque les triplés émergèrent, elles étaient complètement transformées. Cheveux mouillés et peignés, leur visage propre révélait des taches de rousseur autrefois cachées par la saleté. Elles portaient certains de ces t-shirts trop grands, qui ressemblaient à des robes sur leurs petites silhouettes. « Ça a l'air délicieux, dit June en lorgnant la table. « Servez-vous, répondit Caleb en désignant les chaises. Elles s'assirent poliment, attendant qu'ils se joignent à elles avant de commencer à manger. Leur manière à table était impeccable, remarqua-t-il. Elles avaient clairement été bien élevées. Pendant le repas, elles se détendirent progressivement. Mera sourit même lorsque Caleb mit plus de biscuits sur la table. June raconta comment elle fabriquait des truffes au chocolat pour les vendre. Nora posa des questions sur son travail, écoutant attentivement pendant qu'il donnait des explications simplifiées sur la gestion d'une entreprise. C'était à la fois étrange et naturel, comme découvrir un espace dans sa vie dont il n'avait pas réalisé le manque, enfin comblé. Après le dîner, pendant que les filles regardaient un dessin animé sur la télévision du salon, probablement leur premier divertissement normal depuis des mois, Sandra arriva avec des sacs de courses, des articles de première nécessité pour enfants, des brosses à dents, du shampoing pour enfants, et même quelques livres et petits jouets. « Vous êtes un homme bon, Caleb Mercé, dit-elle doucement en regardant les triplés absorbés par le dessin animé. J'ai toujours su ça. Caleb se contenta de sourire, reconnaissant pour son efficacité et sa discrétion. Une fois Sandra partie, il organisa les articles et appela les filles pour leur montrer. « C'est pour nous ?» demanda Mera, les yeux écarquillés devant un pyjama rose imprimé d'une licorne. « Tout pour vous ?» confirma-t-il. « À utiliser pendant que vous êtes ici. » Encore cet échange silencieux entre elles, cette communication qu'il en était venu à admirer profondément. « Merci » dit Nora, parlant pour elles toutes. Il y avait une certaine dignité dans sa gratitude, une assurance au-delà de son âge. Quand l'heure du coucher arriva enfin, Caleb leur montra comment fonctionnait le canapé-lit, créant plus d'espace pour tout le monde. À sa surprise, elles préférèrent dormir ensemble sur le lit principal. « Nous dormons toujours ensemble » expliqua June. « C'est plus chaud et moins effrayant » ajouta Mera. Caleb hocha la tête, comprenant. Il les aida à s'installer, s'assura qu'elles avaient de l'eau et laissa une veilleuse allumée dans le couloir. « Je suis juste au bout du couloir » dit-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant la nuit, appelez simplement. »« Caleb ?» demanda Nora alors qu'il se tenait dans l'embrasure de la porte. « C'est juste pour ce soir, n'est-ce pas? Jusqu'à ce que la pluie s'arrête ?» Il les regarda toutes les trois, maintenant en pyjama propre, les cheveux brossés, leur visage paisible pour la première fois depuis qu'il les avait rencontrés. Il vit dans leurs yeux un espoir prudent, la peur de faire confiance mêlée au besoin désespéré de le faire. « Pour l'instant, c'est juste jusqu'à ce que la pluie s'arrête, » répondit-il prudemment. « Mais demain, nous pourrons parler de la suite. » Elles hochèrent la tête, apparemment satisfaites de la réponse honnête. Pas de promesses vides, pas de fausses assurances. Juste la vérité, et la possibilité de quelque chose de mieux. « Bonne nuit, Mera, dit-il doucement. « Bonne nuit,
Caleb, répondirent-elles à l'unisson. Plus tard, lorsqu'il passa silencieusement devant la porte entr'ouverte pour vérifier comment elles allaient, toutes trois dormaient profondément, blotties les unes contre les autres dans le grand lit. Leurs visages, si identiques et pourtant si distincts, étaient détendus dans le sommeil, leurs soucis temporairement effacés. À cet instant, en les voyant en sécurité pour la première fois depuis des mois, Caleb sut avec une certitude absolue qu'il ferait n'importe quoi pour protéger ses enfants. Le chemin à parcourir serait compliqué, plein de défis juridiques et émotionnels, mais il était déterminé. Les triplés Whitlow avaient trouvé non seulement un toit, mais un défenseur. Et peut-être, un jour, un foyer. Une semaine s'était écoulée depuis que les triplés Whitlow vivaient avec Caleb. Une semaine d'ajustement, de découverte et de petites victoires. Les filles dormaient toujours ensemble dans le même lit, mais maintenant, elles pouvaient passer quelques heures séparées sans paniquer. Nora avait montré de l'intérêt pour les livres de commerce de la bibliothèque de Caleb. June avait révélé un talent naturel pour la cuisine, aidant avec enthousiasme au repas. Et Mera, la plus silencieuse des trois, commençait à fredonner en dessinant, signe peut-être qu'elle se sentait suffisamment en sécurité pour s'exprimer. C'était un arrangement temporaire, Caleb le savait. Richard s'occupait des aspects juridiques, enquêtant sur les options de tutelle et recherchant d'éventuels parents qui pourraient prendre la responsabilité. Mais pour l'instant, elles avaient un foyer. Et lui, étonnamment, avait une famille. Ce dimanche matin-là, l'appartement était calme. Les filles dormaient encore, épuisées après une sortie aux eaux la veille. Caleb préparait du café dans la cuisine, savourant ce moment de calme pour rassembler ses pensées. Il y avait des décisions importantes à prendre. La sonnette retentit, interrompant ses pensées. Il vérifia l'horloge, 8h17. Trop tôt pour des visiteurs, surtout un dimanche. Lorsqu'il ouvrit la porte, ce fut comme si le temps remontait. Vivien se tenait dans le couloir, impeccable dans une robe bleu clair qui soulignait ses yeux. Ses cheveux tombaient en vagues parfaites sur ses épaules, un rouge à lèvres définissait ses lèvres. Exactement comme elle était la première fois qu'il l'avait vue, à ce bar d'hôtel, il y a près de 7 mois. Mais maintenant, en la regardant, Caleb ne ressentit rien d'autre qu'un vague sentiment d'irréalité, comme s'il voyait une photographie de quelque chose qui avait autrefois compté, mais qui appartenait maintenant à une autre vie. « Caleb », dit-elle doucement, sa voix avec cette intonation mélodieuse qu'il trouvait autrefois enchanteresse. « Puis-je entrer » Il hésita. Les filles dormaient encore. La dernière chose qu'il voulait était de les exposer à une autre rencontre avec Vivien. « Ce n'est pas le bon moment, répondit-il. « S'il te plaît, insista-t-elle, et pour la première fois, il remarqua quelque chose de différent dans son expression, une vulnérabilité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Nous devons parler. Je suis désolé. » Caleb l'étudia un instant. Une partie de lui voulait juste fermer la porte, clore ce chapitre sans plus de mots. Mais une autre partie, peut-être la plus sensée, savait que cette confrontation était nécessaire. Une fermeture définitive. 5 minutes, dit-il finalement en ouvrant plus grand la porte. Dans le salon, elle entra, jetant un coup d'œil circulaire comme si elle cherchait des changements dans l'appartement qu'elle avait si bien connu. Son regard se posa brièvement sur un dessin d'enfant épinglé au réfrigérateur, un arc-en-ciel coloré signé par Mera, mais elle ne fit aucun commentaire. Dans le salon, Caleb ne lui offrit pas de siège. Il resta debout, gardant une distance délibérée. Vivien le remarqua, son visage montrant une légère surprise avant de reprendre son expression contrôlée. « J'ai essayé de te contacter de nombreuses fois, commença-t-elle. Tu n'as pas répondu à mes messages ni à mes appels. » Il n'y avait rien à dire, répondit-il simplement. « Caleb, je sais que tu es blessé par ce qui s'est passé à l'église. Ces filles ont gâché ce qui aurait dû être le plus beau jour de notre vie. Mais nous pouvons recommencer. Je sais que nous pouvons surmonter ça. » Elle fit un pas vers lui, la main tendue comme pour le toucher. Caleb recula légèrement. « Il ne s'agit pas de surmonter ça, Vivien. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de mon précédent mariage, continua-t-elle, ignorant sa réponse. C'était une erreur de jugement. J'aurais dû être honnête dès le début. Mais j'avais peur de te perdre. Peur que si tu savais pour Thomas, tu me jugerais. » Il y avait une ruse dans son admission partielle qui aurait pu autrefois fonctionner sur lui. Admettre une faute mineure pour en cacher une plus grande, forger un raccourci vers le pardon par une demi-vérité. « Thomas Whitlow, » dit Caleb calmement. Professeur d'université. Père de triplés. Veuf. Décédé de complications cardiaques il y a 8 mois. Vivien pâlit légèrement mais se reprit rapidement. « Oui. C'était mon mari.
Un mariage bref et malheureux. J'ai préféré oublier. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé. Helen Whitlow, poursuivit Caleb comme si elle n'avait pas parlé. La première femme de Thomas. Mère de Nora, June et Mera. Décédée d'un cancer il y a 3 ans. Caleb, pourquoi parlons-nous de ça? C'est du passé. Je suis ici pour parler de nous, de notre avenir. Martin Reynolds, continua-t-il, impitoyable. Ton premier mari. Homme d'affaires. Également veuf quand tu l'as rencontré. Il est mort 6 mois plus tard de cause naturelle, te laissant un héritage substantiel. Cette fois, Vivien ne put cacher son choc. Son masque de contrôle se fissura visiblement. Comment as-tu? Je sais tout, Vivien, dit Caleb, sa voix plus ferme maintenant. J'ai engagé un enquêteur. J'ai lu des rapports, vu des documents, des certificats. J'ai parlé à des gens qui te connaissaient, qui connaissaient Thomas. Tu m'as fait enquêter? Demanda-t-elle, la voix indignée. De quel droit? Le même droit que 3 petits enfants avaient d'interrompre notre mariage pour que je ne fasse pas la pire erreur de ma vie. Un silence tendu s'installa entre eux. Dehors, les bruits d'un dimanche matin en ville créaient un contraste surréaliste avec la confrontation dans l'appartement. Alors c'est ça? Demanda-t-elle finalement. Tu vas croire 3 filles perturbées et de vieilles histoires déterrées par un détective de seconde zone. Ces filles perturbées dorment dans ma chambre d'amis, répondit Caleb calmement. Elles sont ici depuis 1 semaine. Elles réapprennent lentement à faire confiance aux adultes. Commencent à sourire, à se comporter comme des enfants. Vivien resta immobile, absorbant cela un instant. Quelque chose comme de la culpabilité ou de la peur traversa son visage. Puis, comme toujours, son masque se remit en place. Tu ne peux pas les garder, dit-elle, son ton presque menaçant. Tu n'as aucun droit légal. Si quelqu'un l'apprend, tu auras des ennuis. Je suis conscient des complexités juridiques, dit-il, toujours calme. Richard s'en occupe. En attendant, elles ont un endroit sûr où rester, de la nourriture à manger et un adulte qui les écoute. Tu jettes tout ce que nous avons construit à cause d'une histoire triste? Demanda-t-elle, changeant de tactique. Sa voix était maintenant douce, presque tremblante. J'ai fait une erreur, Caleb. Je l'admets. Mais tout le monde fait des erreurs. N'en as-tu jamais fait? Il l'observa avec une clarté qu'il n'avait pas eue auparavant. Vivien était une actrice consommée, se modelant aux attentes des autres. Avec Thomas, elle était probablement l'épouse dévouée dont un veuf avec de jeunes enfants avait besoin. Avec Martin, la partenaire compréhensive pour un homme seul. Et avec lui, Caleb, elle avait été la femme forte et indépendante qui s'intégrait parfaitement à sa vie organisée. Abandonner 3 petits enfants dans la rue après la mort de leur père n'est pas une erreur, Vivien, dit-il, chaque mot pesant de vérité. C'est un choix. Un choix qui montre qui tu es vraiment. Je n'ai abandonné personne, insista-t-elle, mais le tremblement dans sa voix trahissait le mensonge. Elles avaient un endroit où aller. Il y avait un plan. Quel plan? Demanda Caleb. Mettre leurs vêtements dans des sacs en plastique sur le porche? Les enfermer dehors? Vendre la maison et ne jamais regarder en arrière? Déménager dans une autre ville et prétendre qu'elles n'ont jamais existé? Tu ne comprends pas. Commença-t-elle, le ton suppliant maintenant. Je comprends parfaitement, coupa-t-il. Tu vois les gens comme des tremplins, Vivien. Tu les utilises tant qu'ils sont utiles, puis tu les jettes quand ils deviennent gênants. Thomas et ses filles. Probablement Martin avant eux. Et j'aurais été le prochain. Ce n'est pas juste, éclata-t-elle, perdant enfin son sang-froid. Je t'aimais. Tu aimais ce que je représentais, corrigea Caleb. La sécurité, la stabilité, le statut. Les mêmes choses que tu cherchais avec tes autres maris. Mais l'amour, c'est rester quand c'est dur. C'est prendre ses responsabilités. C'est mettre les autres en premier de temps en temps. Tu n'as jamais appris à faire ça. Un léger bruit provenant du couloir attira leur attention à tous les deux. Mera se tenait à l'entrée, ses grands yeux fixés sur Vivien. Derrière elle, Nora et June apparurent, pâles mais résolus. Le visage de Vivien changea lorsqu'elle les vit. Toute prétention de regret disparut, remplacée par une colère froide que Caleb n'avait jamais vue auparavant. Alors c'est ça, dit-elle, sa voix maintenant métallique. Tu préfères garder 3 fardeaux qui ne sont même pas les tiens plutôt que de construire une vie avec moi. Ce ne sont pas des fardeaux, répondit-il en s'interposant subtilement entre Vivien et les filles. Ce sont des enfants.
des enfants courageuses et résilientes qui ont survécu au pire que tu pouvais leur faire. Vivien le regarda avec mépris, puis les triplés. Un instant, Caleb craignit qu'elle ne dise quelque chose de cruel, quelque chose qui blesserait encore plus ses enfants. Mais elle attrapa simplement son sac à main et se dirigea vers la porte. « Tu regretteras ça, dit-elle, la main sur la poignée. »« Non, » répondit Caleb avec une certitude absolue. « Je vais m'occuper de ce que tu as jeté. Et un jour, quand je regarderai en arrière, je réaliserai que c'est à ce moment-là que ma vie a vraiment commencé. » Vivien hésita, comme si elle voulait dire autre chose, mais face au regard inébranlable de Caleb et à la dignité silencieuse des 3 filles identiques qui la regardaient, elle partit simplement, claquant la porte derrière elle. Le son résonna dans l'appartement, clôturant un chapitre, mettant fin à une histoire qui n'aurait jamais dû arriver. Caleb se tourna vers les filles, s'agenouillant à leur niveau. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Toutes 3 hochèrent la tête, cette communication silencieuse passant entre elles. « Elle ne reviendra pas ?» demanda Mera d'une petite voix. « Non » l'assura Caleb. « Cette porte est fermée pour toujours. » Nora, la plus mûre des 3, le regarda avec ses yeux sages au-delà de son âge. « Et nous ? Devons-nous partir aussi ?» Caleb regarda ces 3 visages identiques, chacun portant sa propre histoire, sa propre douleur, son propre espoir. Et il sut, avec une certitude qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, exactement où était sa place. « Non » répondit-il fermement. « Vous restez aussi longtemps que vous le voudrez. Aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Et alors que les triplés enroulaient leurs petits bras autour de lui, offrant une chaleur qu'il n'aurait jamais imaginé mériter, Caleb comprit que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres, bien plus importantes, puissent s'ouvrir. La présence des triplés apporta une nouvelle dynamique à la vie de Caleb. Son appartement, autrefois stérile et trop organisé, rayonnait maintenant d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Leurs dessins égayaient le réfrigérateur, de minuscules chaussures s'alignaient près de la porte, des rires résonnaient dans des couloirs qui n'avaient connu que le silence. Après la visite de Vivien et leur confrontation finale, Caleb sentit qu'un chapitre s'était clos, mais qu'un autre, bien plus important, ne faisait que commencer. Les filles étaient avec lui depuis près de 2 semaines, s'adaptant lentement à une vie de relative normalité. Dormir dans des lits confortables, manger des repas réguliers, porter des vêtements propres. Petit à petit, elles redevenaient des enfants, et non des mini-adultes forcés de survivre dans la rue. Pourtant, Caleb savait que la situation était délicate. Légalement, il n'avait aucun droit sur elles. Leur présence dans son appartement pouvait être remise en question par les services sociaux à tout moment. Et bien qu'il eût les moyens de leur fournir un confort matériel, il se demandait s'il pouvait leur donner tout ce dont 3 enfants traumatisés avaient besoin. C'est avec ces préoccupations à l'esprit qu'il rencontra Richard à son bureau un mardi après-midi pluvieux. « Nous avons besoin d'un plan plus permanent », dit Caleb en regardant la pluie par la fenêtre. « Elle mérite la stabilité, une structure familiale appropriée. » Richard hocha la tête. « Je suis d'accord. Qu'avez-vous en tête ? » « Je veux que vous élargissiez l'enquête, » répondit Caleb. « Cherchez des parents proches du côté de Thomas et d'Hélène. Quiconque pourrait obtenir la garde légale. »« Et si nous ne trouvons personne ?» demanda Richard, pragmatique. Caleb se tourna vers lui, la détermination dans les yeux. « Alors je le ferai moi-même. Je ferai tout ce qu'il faudra. Adoption, tutelle légale, tout ce qui est possible. » Richard esquissa un léger sourire. Je n'aurais jamais pensé voir Caleb Mercé, l'homme d'affaires impitoyable, endosser le rôle de père. Moi non plus, admit Caleb. Mais la vie nous réserve parfois des surprises. Je mettrai ma meilleure équipe dessus, promit Richard en prenant des notes. En attendant, je vous suggère de commencer à tout documenter, l'état des filles quand vous les avez trouvées, leurs progrès, tout détail pertinent. Juste au cas où nous aurions besoin de monter un dossier de garde pour vous. Déjà commencé. Sandra m'aide avec ça. Ils discutèrent de quelques autres questions pratiques avant de se séparer. À la porte, Richard posa une main sur l'épaule de Caleb. Indépendamment de la façon dont cela se terminera, ce que vous faites pour ces enfants est admirable. J'essaie juste de réparer quelque chose qui a été brisé, répondit Caleb. Elle mérite une seconde chance. Les jours suivants s'installèrent dans une routine étonnamment confortable. Caleb réorganisa son emploi du temps pour être à la maison avec les filles autant que possible. Sandra, qui se révéla avoir un contact naturel avec les enfants, venait quotidiennement pour aider lorsqu'il avait des réunions inévitables. Les triplés répondaient bien à la structure.
Nora, la plus mûre, assumait de petites tâches ménagères, comme si elle avait besoin de se sentir utile. L'intérêt de June pour la cuisine grandit, et elle commença à préparer des repas simples sous la supervision de Sandra. Mera, la plus sensible des trois, se mit à parler davantage, bien qu'elle fût toujours la plus silencieuse. Un après-midi, alors que Caleb travaillait à son bureau improvisé dans le salon, Mera s'approcha doucement de lui avec l'un des livres pour enfants que Sandra avait apportés. « Peux-tu me lire » demanda-t-elle, sa petite voix ferme mais douce. Caleb sentit un pincement au cœur. C'était la première fois que l'une d'elles lui demandait directement quelque chose. « Bien sûr » dit-il en repoussant ses documents et en faisant de la place sur le canapé. Elle s'assit à côté de lui, pas trop près, mais assez pour voir les illustrations. Alors qu'il commençait à lire, il remarqua les deux autres triplés qui jetaient un coup d'œil depuis l'embrasure de la porte. Progressivement, comme si elles testaient des eaux inconnues, elles se rapprochèrent, June s'asseyant en tailleur sur le sol, Nora sur le fauteuil, feignant de s'intéresser à un autre livre. Au milieu de l'histoire, le téléphone de Caleb sonna. C'était Richard. « Puis-je vous rappeler dans quelques minutes » demanda Caleb en regardant Mera. « Je suis au milieu de quelque chose d'important. » « En fait, je pense que vous voudrez prendre cet appel, » insista Richard, son ton urgent. « Nous avons trouvé quelqu'un. » Caleb sentit un frisson. « Les filles sont ici avec moi. Pouvez-vous m'envoyer les informations par email ? Je vous recontacterai dès que possible. » Bien sûr. C'est en route. Mettant fin à l'appel, Caleb se tourna vers Mera, qui l'observait avec des yeux attentifs. « Où en étions-nous » demanda-t-il en reprenant le livre. 1 heure plus tard, les filles étant occupées à jouer à un jeu de société dans la cuisine, Caleb vérifia enfin ses emails. Le message de Richard était direct, contenant une pièce jointe. Nous avons localisé Marianne Whitlow, la sœur cadette de Thomas. Elle vit à Oak Ridge, à environ 2 heures d'ici. Elle est professeure de littérature dans une université locale. Célibataire, pas d'enfant. Ci-joint un bref rapport avec ses coordonnées et ce que nous avons découvert sur elle. Elle semble stable et bien établie. Nous avons brièvement parlé par téléphone. Elle ne savait pas que Thomas avait des filles et a été visiblement secouée par la nouvelle de son décès. Elle a exprimé un intérêt immédiat à rencontrer ses nièces. Caleb ouvrit la pièce jointe, étudiant chaque ligne attentivement. Marianne Whitlow, 42 ans. Doctorat en littérature anglaise. Professeur associé à l'Université d'État d'Oak Ridge depuis plus de 10 ans. Casier judiciaire vierge. Financièrement stable. Bien respectée dans sa profession. Il y avait aussi des photos, une femme aux cheveux châtains roux et aux yeux clairs, rappelant ceux de Thomas sur les photos, avec une expression sérieuse mais aimable. Un parent par le sang. Une tante que les filles n'avaient jamais connue. Caleb ferma son ordinateur portable, ressentant un mélange complexe de soulagement. Elles avaient une famille, après tout, et d'appréhension quant à ce que cela signifiait pour l'avenir. Et, étonnamment, un pincement de tristesse à l'idée de les voir partir. Ce soir-là, après que les filles furent couchées, Caleb composa le numéro de Marianne Whitlow. « Allô » répondit une voix de femme, douce mais ferme. « Marianne Whitlow ? Mon nom est Caleb Mercé. Richard Harrington, mon avocat, vous a parlé récemment de votre frère, Thomas. » Une brève pause. « Oui, monsieur Mercé. J'attendais votre appel. J'aimerais parler en personne, si possible. C'est une affaire délicate. » « Je comprends, » répondit-elle. « En fait, je prévoyais de venir en ville demain. Pourrions-nous nous rencontrer ?» Ils convinrent d'une heure et d'un lieu, un café tranquille près de l'appartement de Caleb, en début d'après-midi. Après avoir mis fin à l'appel, il resta éveillé tard, se demandant comment il expliquerait tout cela à Marianne. Et, plus difficile encore, comment il annoncerait aux filles qu'elles avaient une tante qu'elles n'avaient jamais connue. Le café qu'ils choisirent était discret et confortable, avec des tables bien espacées pour des conversations privées. Caleb arriva avec 15 minutes d'avance, choisissant une table dans un coin tranquille. Il ne commanda qu'un café noir, qu'il laissa intact en attendant. Il reconnut Marianne Whitlow au moment où elle entra. Elle avait le même air digne que sur les photos, mais en personne, il y avait une qualité plus douce dans ses traits que les photos ne captaient pas. Elle portait des vêtements simples mais élégants. Pantalon sombre, chemisier en soie pêche, un manteau léger. Ses yeux bleu-gris parcoururent la pièce jusqu'à ce qu'il trouve Caleb. Il se leva pour la saluer. « Madame Whitlow, merci d'être venue. »« Marianne, s'il vous plaît, » répondit-elle en lui tendant la main. Sa poignée de main était ferme, confiante. Une serveuse s'approcha et Marianne commanda un thé.
Une fois de nouveau seule, elle alla droit au but. L'avocat m'a dit que mon frère était décédé il y a 8 mois. Et qu'il a laissé des filles, des triplés, qui sont maintenant sous votre garde. Caleb hocha la tête. C'est compliqué. Je pense que vous avez besoin de toute l'histoire pour comprendre. Au cours de l'heure suivante, Caleb expliqua tout. Comment il avait rencontré Vivien, le mariage manqué, l'interruption dramatique par les triplés, l'enquête ultérieure, la découverte des filles dans le parc, finalement, leur prise en charge. Il omit délibérément certains des détails les plus sombres sur Vivien, se concentrant sur les filles et leur situation actuelle. Marianne écouta tranquillement, prenant occasionnellement des notes dans un petit carnet. Ses yeux se remplirent de larmes lorsque Caleb décrivit l'état dans lequel il avait trouvé ses nièces, mais elle resta maîtresse d'elle-même. Thomas avait des filles, dit-elle enfin, la voix basse et émue. Et je ne le savais même pas. Les filles ont mentionné que leur père parlait peu de sa famille, offrit Caleb prudemment. Marianne soupira, un sourire triste sur les lèvres. Ça ne me surprend pas. Nous avons eu une sérieuse brouille il y a près de 10 ans, pour des questions qui semblent triviales maintenant. Elle prit une gorgée de son thé, probablement froid à présent, avant de continuer, notre mère est décédée, laissant la maison familiale. Thomas voulait la vendre, j'insistais pour la garder. La dispute a dégénéré, des mots durs ont été échangés. L'orgueil nous a empêchés de nous réconcilier, et les années ont simplement passé. Elle secoua la tête. Quel gâchis de temps précieux. Vous n'avez jamais su pour son premier mariage avec Hélène, demanda Caleb. Nous avons échangé des cartes de Noël pendant quelques années, des notes formelles. Il a mentionné qu'il s'était marié, mais nous avons perdu tout contact après ça. J'ai déménagé à Oak Ridge, me suis plongé dans la vie universitaire. Elle regarda Caleb, son regard fixe. Alors, il a épousé cette femme, Vivien. Et quand il est mort, elle a simplement abandonné les filles? L'indignation dans sa voix était palpable. Oui, confirma Caleb. Elle les a littéralement laissés à la rue. Marianne ferma les yeux un instant, comme pour absorber la cruauté d'un tel acte. Quand elle les rouvrit, il y avait de la détermination dans son regard. Je veux les rencontrer, dit-elle. Si elles me le permettent. Elles ne savent pas encore pour vous, expliqua Caleb. J'ai pensé qu'il valait mieux vous parler d'abord, pour comprendre vos intentions. Mes intentions? Elle parut considérer la question. Honnêtement, monsieur Mercé. Caleb, s'il vous plaît. Caleb, honnêtement, je suis encore en train de tout assimiler. Découvrir que mon frère est décédé, que j'ai 3 nièces que je n'ai jamais connues, qu'elles ont tant souffert. Elle marqua une pause, la voix tremblante légèrement. Mais je sais que je veux faire partie de leur vie. Si elles veulent bien de moi. Elles sont ma famille. Tout ce qui reste de mon frère. Je comprends que cela puisse être une décision difficile, dit Caleb. Prendre en charge 3 enfants d'un coup. Je suis consciente de l'engagement, répondit-elle avec un calme qui l'impressionna. J'ai une grande maison à Oak Ridge, un emploi stable avec des horaires flexibles et des économies substantielles. Financièrement, je peux offrir la stabilité. Émotionnellement, elle hésita. Eh bien, j'imagine que nous aurons tous beaucoup à apprendre les uns des autres. Caleb l'étudia attentivement. Il y avait en elle une sincérité impossible à feindre, une force tranquille qui lui rappelait Nora, la plus âgée des triplés. Aimeriez-vous les rencontrer demain? Demanda-t-il finalement. À mon appartement, où elles se sentent en sécurité. Sans pression, juste une première introduction. Marianne hocha la tête, visiblement émue. J'adorais. Et merci pour tout ce que vous avez fait pour elle, Caleb. Prendre la responsabilité de 3 enfants que vous ne connaissiez même pas, peu de gens feraient preuve d'une telle compassion. Elles m'ont sauvé autant que je les ai sauvées, répondit-il simplement. Alors qu'il se disait au revoir à la porte du café, Caleb ressentit un regain d'espoir. Marianne Whitlow semblait sincère dans son désir de connaître ses nièces, dans sa volonté de renouer avec la famille qu'elle avait failli perdre à jamais. Il y avait une réelle chance ici, non seulement pour les filles d'avoir un foyer, mais d'appartenir, de partager des liens de sang et une histoire familiale. Sur le chemin du retour vers son appartement, Caleb réfléchit à la façon dont il partagerait la nouvelle avec les triplés. Comment expliquer qu'elles avaient une tante qu'elle n'avait jamais connue, que quelqu'un dans le monde était lié à elle par plus que de simples circonstances? Il était prêt à l'éventualité que les filles finissent par aller vivre avec Marianne. Il ne s'attendait pas à la profondeur d'émotion que cette pensée suscitait en lui, joie qu'elles aient trouvé une famille, et une tristesse surprenante à l'idée de les laisser partir. Un jour à la fois, se murmura-t-il en se garant. D'abord,
elles doivent la rencontrer. Il monta à l'appartement où Sandra et les triplés attendaient pour le dîner. En regardant ces trois visages identiques, dont l'unicité de chacune se révélait davantage chaque jour, Caleb ressentit une profonde certitude. Quoi qu'il arrive ensuite, ses enfants avaient changé sa vie pour toujours. Et peut-être, juste peut-être, il avait changé la leur aussi. Le matin de la rencontre se leva ensoleillé, comme si le ciel lui-même conspirait pour rendre le moment spécial. Caleb avait expliqué la situation aux filles la veille au soir, choisissant des mots simples et directs, sans susciter trop d'espoir. « J'ai découvert que vous avez une tante », avait-il dit alors qu'elle le regardait avec des yeux ronds identiques. « La sœur de votre père. Elle ne savait pas que vous existiez, tout comme vous ne saviez pas pour elle. Elle veut vraiment vous rencontrer. » Leurs réactions furent aussi complexes qu'ils l'avaient prévu. Nora, la pragmatique, posa des questions. Où elle vivait, pourquoi elle n'avait jamais entendu parler d'elle, si elle ressemblait à leur père. June resta silencieuse, mais son expression montrait une tempête intérieure d'émotions. Mera agrippa la main de Caleb, comme si elle craignait que cette nouvelle personne ne signifie sa perte. « Elle vient demain », expliqua Caleb. « Juste pour vous rencontrer. Rien ne doit être décidé tout de suite. C'est d'accord ?» Elles hochèrent toute la tête, cette communication silencieuse passant entre elles dans les moments critiques. Maintenant, alors qu'il rangeait le salon pour la troisième fois, Caleb se trouvait inexplicablement nerveux. Les filles avaient choisi leurs plus beaux vêtements, de simples robes que Sandra avait achetées, les cheveux soigneusement peignés. Assises côte à côte sur le canapé, elles ressemblaient à trois petits juges prêts à évaluer une affaire critique. La sonnette retentit à 14 heures précises. « Rappelez-vous, » dit Caleb avant d'ouvrir la porte, « vous n'avez rien à dire ni à faire que vous ne vouliez pas. Je serai là tout le temps. » Toutes trois hochèrent la tête à l'unisson, leurs expressions sérieuses mais curieuses. Marianne Whitlow entra dans l'appartement d'un pas hésitant, comme si elle pénétrait en terre sacrée. Elle portait une simple robe bleu verdâtre et tenait un petit sac en papier. Ses cheveux châtains roux étaient retenus en un chignon lâche, quelques mèches s'échappant autour de son visage. Ses yeux bleu-gris se fixèrent immédiatement sur les trois filles identiques sur le canapé. Pendant un instant, personne ne parla. Le silence n'était pas lourd, mais rempli de possibilités, comme l'air avant une pluie d'été. « Bonjour », dit finalement Marianne, sa voix douce mais claire. « Je m'appelle Marianne. C'est un grand plaisir de vous rencontrer. » Les triplés continuèrent de l'observer attentivement, aucune ne faisant le premier pas pour parler. Caleb fit signe à Marianne de s'asseoir dans le fauteuil en face du canapé. « J'ai apporté quelque chose que j'ai pensé que vous aimeriez voir, » dit-elle en sortant une enveloppe du sac. Quelques vieilles photos. Un éclair d'intérêt passa dans les yeux des filles, bien qu'elles restassent immobiles. Marianne ouvrit l'enveloppe et plaça quelques photos sur la table basse, à portée des enfants. « Celle-ci, c'est votre père quand il avait à peu près votre âge », expliqua-t-elle en désignant une photo jaunie d'un garçon aux cheveux roux à qui il manquait une dent de devant. « Et ça, c'est moi, un peu plus jeune, dans le même jardin. » Nora fut la première à bouger, se penchant légèrement en avant pour examiner les photos. June et Mera suivirent, trois paires d'yeux absorbant chaque détail. « Il a l'air heureux », dit Mera doucement. « Il l'était », confirma Marianne avec un sourire nostalgique. « Thomas adorait ce jardin. Nous avons construit une cabane dans les arbres ensemble, juste là. » Elle désigna un coin sur la photo. « Notre père a aidé pour les parties les plus difficiles, mais Thomas a insisté pour planter quelques planches lui-même. Il s'est tapé sur le pouce 2 fois. » Un minuscule sourire courba les lèvres de June. « Est-ce qu'il aimait les histoires ?» demanda soudain Nora. « Notre père nous racontait des histoires avant de dormir, tous les soirs. » Les yeux de Marianne brillèrent de larmes contenues. « Oui, il les adorait. Même quand il était petit. Je pense que c'est pour ça qu'il est devenu professeur de littérature. Il pouvait parler de ses livres préférés pendant des heures. » Nora échangea un regard avec ses sœurs, puis, avec l'assurance de quelqu'un de bien plus âgé, posa la question qu'elle voulait toute poser. « Êtes-vous la sœur de notre père ?» Marianne déglutit difficilement et acquiesça, une larme glissant sur sa joue. « Oui, je suis la sœur de Thomas. Votre tante. » Elle essuya discrètement la larme. « Je suis tellement désolée de ne pas avoir été dans vos vies plus tôt. Je ne savais pas. Je ne savais pas que mon frère avait des filles aussi merveilleuses. »« Pourquoi ?» demanda June, sa curiosité l'emportant sur sa réserve. « Pourquoi ne saviez-vous pas pour nous ?» Marianne jeta un bref coup d'œil à Caleb, comme pour chercher conseil sur la quantité à révéler. Il lui fit un subtil signe de tête, encourageant l'honnêteté.
Votre père et moi nous sommes disputés il y a des années, expliqua-t-elle soigneusement. Une dispute stupide à propos de la maison de nos parents, après le décès de notre mère. Nous étions tous les deux têtus. Nous avons cessé de nous parler, et avec le temps, il est devenu plus difficile de renouer le contact. Papa ne parlait jamais vraiment de sa famille, dit Nora. Seulement de maman, parfois. J'imagine que c'était douloureux pour lui, répondit Marianne. Thomas a toujours été sensible, même s'il essayait de le cacher. Je suis tellement désolée que nous ayons perdu tant de temps à cause d'un orgueil stupide. Elle marqua une pause, les larmes aux yeux à nouveau. Si j'avais su, si j'avais eu la moindre idée de ce qui allait arriver. Mera, la plus intuitive des trois, glissa du canapé et se rapprocha de Marianne. Très doucement, elle tendit la main et toucha les doigts de Marianne. « Ah, vous avez l'air triste, observa-t-elle. Marianne sourit à travers ses larmes. « Je suis triste pour le temps perdu. Mais je suis aussi très heureuse de vous rencontrer enfin. » Le geste de Mera sembla briser une barrière invisible. June se rapprocha pour examiner plus de photos, en prenant une montre en Thomas et Marianne adolescents, les bras l'un autour de l'autre, arborant des sourires identiques. « Vous avez le même sourire, tous les deux, » commenta-t-elle. « Les gens disaient ça, » acquiesça Marianne. « Quand nous étions enfants, ça voulait dire qu'ils détestaient quand on soulignait nos ressemblances. Ils disaient qu'il était plus âgé, donc c'était moi qui lui ressemblais, pas l'inverse. » Un petit sourire tira les lèvres de Nora. Il faisait encore des blagues comme ça, adulte. « Ça ne me surprend pas du tout, » répondit Marianne. Thomas a toujours eu ce sens de l'humour particulier. Pendant près d'une heure, la conversation coula avec une aisance croissante. Marianne partagea des histoires d'enfance de Thomas, bêtises d'été, traditions familiales, petits détails que les filles dévoraient comme une terre aride absorbant la pluie. À leur tour, les triplés partagèrent lentement leurs propres souvenirs, comment leur père faisait des crêpes en forme d'animaux le dimanche, leur lisait tous les soirs, les emmenait faire de longues promenades où ils inventaient des histoires sur les nuages. À un moment donné, Caleb se leva discrètement et se rendit à la cuisine, leur laissant de l'espace pour que ce nouveau lien se forme. Il se prépara un café, un thé pour Marianne, et disposa soigneusement des biscuits sur une assiette avec une précision inutile. Quand il retourna au salon, il vit une scène qui lui serra la poitrine. Mera était maintenant assise à côté de Marianne, lui montrant les dessins qu'elle avait faits ces derniers jours. June s'était perchée sur l'accoudoir du fauteuil, commentant les choix de couleurs de sa sœur. Même Nora, toujours prudente, s'était rapprochée, son corps orienté vers sa tante nouvellement découverte. Caleb posa le plateau sur la table, doucement, ne voulant pas interrompre. « J'aimerais beaucoup que vous voyiez ma maison à Oak Ridge un jour, » disait Marianne. « Il y a un grand jardin. Pas aussi joli que celui où votre père et moi avons grandi, mais il y a de la place pour planter des fleurs, pour construire des choses, pour courir. »« Y a-t-il des arbres » demanda Mera. « Plein » acquiesça Marianne. « Y compris un chêne juste parfait pour une cabane dans les arbres, si cette idée vous plaît. » Les trois filles échangèrent des regards, ce langage silencieux qui fascinait tant Caleb. « Je n'essaie pas de précipiter quoi que ce soit, » continua Marianne, remarquant leur prudence. « Je sais que nous venons de nous rencontrer. Je sais que vous avez traversé beaucoup de choses. Et je suis tellement reconnaissante à Caleb d'avoir si bien pris soin de vous. » Elle le regarda avec une gratitude sincère avant de se retourner vers les triplés. « Mais je veux que vous sachiez que je suis là maintenant. Pour apprendre qui vous êtes, pour entendre des histoires sur votre père, pour être une famille, si vous me le permettez. » Nora, la porte-parole non officielle, posa la question la plus difficile. « Voulez-vous que nous allions vivre avec vous ?» Marianne marqua une pause avant de répondre. « J'adorais ça. Éventuellement. Mais seulement quand vous serez prête. Si vous êtes prête. Rien ne doit être décidé aujourd'hui. » « Et si nous ne sommes jamais prêtes ?» insista Nora. « Alors je ferai toujours partie de vos vies, de la manière dont je le pourrai, » dit Marianne sans hésitation. « Des visites, des appels téléphoniques, des lettres. Le plus important pour moi, c'est d'être là, de vous connaître, de faire partie de vos vies d'une manière ou d'une autre. » La sincérité dans sa voix était indéniable. Nora regarda ses sœurs, et de nouveau, la conversation silencieuse passa entre elles. Puis, dans ce qui sembla être une décision partagée, Nora tendit la main et toucha le bras de Marianne. « Vous avez ses yeux, » dit-elle simplement. C'était comme si la dernière barrière était tombée. Marianne sourit à travers des larmes qui coulaient maintenant librement. « Pourrais-je vous serrer dans mes bras » demanda-t-elle avec hésitation.
Ce n'est pas grave si vous ne voulez pas. Mera bougea la première, se rapprochant et enlaçant doucement la taille de Marianne. June suivit, posant sa tête sur l'épaule de leur tante. Nora, bien que toujours réservée, se joignit en dernier, mais son étreinte ne fut pas moins sincère. Caleb regarda la scène, la gorge nouée. C'était comme assister à la naissance de quelque chose de précieux et de fragile. Un nouveau commencement. Un lien familial reforgé. Les quatre, sur le canapé, une femme qui avait perdu son frère et 3 filles qui avaient perdu leur père, formant un cercle imparfait mais prometteur. Une famille en reconstruction. Par-dessus leur tête, les yeux de Marianne rencontrèrent ceux de Caleb. Ils transmettaient ce que les mots ne pouvaient dire, gratitude, espoir, et une promesse silencieuse de prendre soin de ses enfants qu'il avait sauvés et qui, d'une certaine manière, l'avaient sauvé aussi. Un nouveau chapitre commençait pour eux tous. Le matin de leur départ était clair et lumineux, contrastant vivement avec le silence feutré de l'appartement de Caleb. 3 petites valises étaient alignées près de la porte, pas trop pleines, car les filles étaient arrivées avec presque rien et repartaient avec seulement un peu plus, quelques vêtements, des livres et les cadeaux qu'elles avaient reçus ces dernières semaines. 3 semaines s'étaient écoulées depuis cette première rencontre avec Marianne. 3 semaines effrénées de visites fréquentes, de déjeuners et de sorties. Un temps de reconnaissance mutuelle et de reconstruction de liens familiaux dont personne ne soupçonnait l'existence. La décision d'emménager chez Marianne était venue naturellement, sans pression. Oak Ridge n'était pas loin. Il y aurait une grande chambre pour les filles, une bonne école à proximité, surtout, la permanence d'un vrai foyer avec quelqu'un qui partageait leur sang. Logiquement, c'était parfait. Mais le cœur suit rarement la logique. June était dans la cuisine, préparant un dernier petit déjeuner spécial pour tout le monde, des crêpes en forme d'animaux, comme leur père avait l'habitude de faire. Nora rangeait systématiquement les livres que Caleb leur avait donnés, choisissant ceux à emporter et ceux à laisser pour de futures visites. Mera était assise tranquillement sur le canapé, serrant le petit ours en peluche que Sandra lui avait offert le 2e jour. Caleb se déplaçait dans l'appartement, vérifiant une dernière fois que rien n'était oublié, parlant plus que d'habitude pour combler le lourd silence. « N'oubliez pas de m'appeler dès que vous arrivez », répétait-il en tripotant inutilement la poignée d'une valise. « Et le week-end prochain, je viendrai vous rendre visite, comme prévu. Peut-être pourrons-nous aller à ce parc dont Marianne a parlé, celui avec le lac. » Nora hocha la tête sans lever les yeux de ses livres. « Nous t'appellerons tous les jours. » L'interphone sonna, annonçant l'arrivée de Marianne. Instantanément, l'atmosphère changea. Un courant silencieux sembla traverser tout le monde. La réalité du départ, jusqu'alors un événement futur abstrait, devint concrète. « Elle monte », dit Caleb après avoir répondu, sa voix sonnant étrangement rauque à ses propres oreilles. Les triplés se regardèrent, un autre échange silencieux. Puis, comme répondant à un signal invisible, elles s'approchèrent toutes de lui. « Nous avons fait quelque chose pour toi », dit Nora en lui tendant un paquet maladroitement emballé. Caleb le prit et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait un dessin encadré, 3 filles identiques se tenant la main avec une grande silhouette en arrière-plan, un soleil brillant et une maison. « Pour que tu ne nous oublies pas », expliqua June. « Comme si c'était possible », répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. Un coup à la porte signala l'arrivée de Marianne. Quand Caleb ouvrit, elle entra avec un sourire chaleureux, bien que ses yeux trahissent qu'elle aussi comprenait la complexité du moment. « Prêtes, les filles » demanda-t-elle doucement. Toutes 3 hochèrent la tête, bien qu'aucune ne bougea tout de suite. Marianne se tourna vers Caleb, la gratitude évidente. « Je ne pourrai jamais assez te remercier pour ce que tu as fait pour elles. Pour les avoir ramenées dans ma vie. »« Il n'y a rien à me remercier, » répondit-il. « Elles m'ont sauvé, pas l'inverse. » Marianne sourit, comprenant. Puis, elle commença naturellement à ramasser les petites valises. « La voiture est en bas. Nous pouvons nous arrêter pour une collation en chemin si vous voulez. » Et ainsi, le moment était venu. Les triplés restèrent immobiles un instant, comme pour absorber chaque détail de l'appartement qui avait été leur refuge ces dernières semaines. Puis Mera, la plus émotive des 3, courut vers Caleb et le serra fort dans ses bras. « Je ne veux pas partir », murmura-t-elle, des larmes glissant sur ses joues. June et Nora se joignirent à l'étreinte, formant un petit cercle autour de lui. Caleb s'agenouilla, les serrant tout aussi fermement, s'autorisant enfin à ressentir la douleur de les laisser partir. « Vous allez tellement me manquer », dit-il, ne cachant plus l'émotion dans sa voix. « Mais ce n'est pas un adieu. C'est juste un au revoir. »
Tu nous rendras visite ? Demanda June, le visage strié de larmes. Il regarda chacune d'elles dans les yeux. Absolument. Je serai toujours là. Chaque fois que vous aurez besoin de moi, je serai là. C'est une promesse. Elles hochèrent la tête, le croyant complètement. La confiance envers les adultes, lentement reconstruite après tant de pertes. Il est temps d'y aller, mes chéris, dit Marianne doucement. Caleb est le bienvenu pour vous rendre visite quand il le souhaite, et vous pouvez l'appeler tous les jours si vous voulez. Avec une dernière série d'étreintes serrées, les filles suivirent finalement Marianne hors de l'appartement. Dans le couloir, Nora se retourna une dernière fois. « Merci pour tout », dit-elle avec ce ton digne qu'elle avait toujours, malgré ses larmes. « Tu as changé nos vies. Et vous avez changé la mienne », répondit-il en souriant à travers ses propres larmes. Depuis la fenêtre du salon, Caleb les regarda monter dans la voiture de Marianne. Les triplés firent un signe de la main alors que le véhicule s'éloignait, leurs silhouettes identiques devenant plus petites jusqu'à ce qu'elles disparaissent au coin de la rue. Le silence qui s'abattit sur l'appartement était presque tangible. Les échos des rires d'enfants, de leurs conversations chuchotées la nuit, de leurs pas légers dans le couloir, tout cela remplacé par un calme qui vibrait de souvenirs récents. Caleb traversa lentement l'endroit, touchant des objets qui lui rappelaient un ruban à cheveux oubliés, un livre d'enfant sur l'étagère, le dessin sur le réfrigérateur qu'elle n'avait pas emporté. Il s'assit sur le canapé, regardant le tableau encadré qu'elle lui avait offert. Pour la première fois depuis longtemps, il était vraiment seul. Et pourtant, étrangement, il ne se sentait pas vide. Car certaines personnes entrent brièvement dans nos vies, mais changent nos cœurs pour toujours. Il se leva et ouvrit grand les rideaux, laissant la lumière du soleil inonder le salon. Dehors, un nouveau jour se levait, lumineux, plein de possibilités. Et quelque part sur la route d'Oak Ridge, une nouvelle famille commençait son voyage. Au fond de la poitrine de Caleb, malgré la douleur de l'absence, il y avait une sérénité profonde. La paix qui vient du fait de faire ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. D'avoir le courage d'ouvrir son cœur, même quand on sait qu'il faudra finalement laisser partir. Car à la fin, le cœur se souvient non seulement de ceux qui restent, mais de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous aident à devenir qui nous sommes. Si cette histoire vous a touché le cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un pouce bleu, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.